Bon, bonjour à toutes et à tous et un grand merci à Anne-Claire d'avoir accepté notre invitation pour cette reprise des cafés thématiques de livres au trésor, donc, qui sont des rencontres et des conférences autour de la littérature de jeunesse qui est représentée dans notre université par le fonds Livres au trésor. Donc, vous avez une partie ici dans le kiosque avec les romans pour adolescents. Et c'est de littérature de jeunesse et plus exactement des auteurs, des autrices, des illustrateurs et des illustratrices dont il sera question ce matin avec Anne-Claire qui est, on continue avec les musiques d'ambiance, qui est déléguée générale de la charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, qui va vous parler un petit peu de ce qu'est la charte, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a des missions vraiment essentielles dans le milieu dans le monde de la littérature pour la jeunesse, et voilà, qui va vous expliquer un petit peu à travers ces missions le statut actuel et les droits des auteurs et des autrices en littérature jeunesse, et toutes les actions, voilà, avec une documentation que vous pourrez récupérer, et en cadeau des jolis tote bags pour vous accompagner dans vos courses et vos achats de livres. Bien sûr. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour, déjà merci de votre accueil. Je crois que je devais venir en avril et le Covid a eu raison de moi. Il y a une période un petit peu compliquée. Et comme je disais à Mathilde Lévesque, et pour revenir sur mon parcours aussi ce matin, moi j'ai de mauvais souvenirs de Villetaneuse, puisque je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai fait une formation moi, en lettres, des classes préparatoires, et ensuite à Besançon. J'étais à Besançon, ensuite je suis venue à Paris parce que je voulais absolument travailler dans les métiers du livre. Je venais d'un milieu populaire, à la campagne. Mes parents, j'ai grandi en Bourgogne, dans un tout petit village de 400 habitants. Et mes parents n'étaient pas forcément des gens qui lisaient beaucoup. Donc j'ai beaucoup lu en bibliothèque et j'ai beaucoup lu à l'école. Et j'étais ce qu'on appelle à l'époque une bonne élève, voire une très bonne élève. Donc j'ai fait des classes préparatoires et puis je voulais être soit journaliste, bibliothécaire ou travailler dans les livres. Mais alors je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les IUP. Pas les IUT, mais les IUP, ça n'existe plus, c'était des formations en 3 ans. Donc il y avait une formation à Grenoble, et puis non, et puis surtout j'avais un petit copain qui était à Lyon et qui venait faire une thèse à Paris et qui m'a dit viens avec moi et tu feras tes études à la Sorbonne. Donc je suis allée à la Sorbonne, je suis montée à Paris comme on dit, dans un petit appartement près de Montparnasse, un tout petit appartement avec mon compagnon de l'époque. Et puis j'ai commencé des études à la Sorbonne, des études de lettres. C'était un peu un choc culturel aussi pour moi parce que je venais pas forcément d'une grande ville, donc je découvrais la culture à Paris, le monde du livre, et j'ai eu l'opportunité ensuite de faire à l'époque on faisait 1 an ou 2 de stage dans l'édition, et puis mes parents ne me payaient pas mes études, donc j'ai couplé ça avec beaucoup de petits boulots, et je me souviens, j'en ai reparlé il y a pas longtemps, j'étais très fatiguée parce que je travaillais le matin, je faisais des petits boulots, j'ai travaillé dans des théâtres, j'ai travaillé dans des entreprises comme hôtesse d'accueil, j'ai travaillé aussi, à l'époque il y avait l'Argus de la presse, donc je faisais des relevés sur internet de ce qu'on disait sur les entreprises pour faire les revues de presse pour les entreprises. Alors je choisissais toujours culture, donc je faisais ça le matin de 7h à midi dans le 18e, et puis après j'allais aux éditions Larousse l'après-midi pour faire mes stages, donc plus d'1 an de stage dans l'édition. Et puis, à l'époque, on pouvait candidater pour les Master 2. On dit toujours Master 2. Donc, c'était DESS, mais c'était le même parcours. Et donc, c'était Villetaneuse qui était vraiment le master réputé dans l'édition, dans les métiers du livre. Donc, je me souviens être arrivée là, dans ce grand hall, en ayant un peu peur. Mon dossier a été passé pour l'écrit, et donc j'avais un entretien à l'oral avec 2 enseignants. Alors je ne sais pas s'ils sont encore là aujourd'hui. C'était quelqu'un qui écrivait Monsieur Legendre. Voilà, j'ai son nom. Il est encore là. Il n'est plus là. Et j'avais eu un entretien avec 2 personnes assez froides qui m'avaient dit mais comment vous voyez dans 10 ans, et j'avais pas su répondre du tout. J'avais peut-être votre âge, je sais pas, vous avez peut-être une vingtaine d'années. Pour moi, dans 10 ans, ça me semblait un peu lointain. Et je suis sortie en me disant, bon, je sentais bien que c'était mort, quoi, que j'allais pas avoir ce master. Et j'avais présenté un autre master à la Sorbonne, donc à Saint-Michel,
que j'ai eue et j'étais très heureuse. Ça a été une très belle année avec une promotion, une petite promotion. J'étais très heureuse. Je suis toujours amie avec les gens de cette formation. Et puis à l'époque, alors je crois que c'est peut-être un peu différent aujourd'hui, on a tous trouvé du travail assez vite dans l'édition. Moi j'ai travaillé, j'ai fait des stages pour des guides de voyage, les éditions Mondéos. Et ensuite j'ai eu un CDI. Alors après, bon, le monde de l'édition à l'époque, ça a peut-être changé, mais il y avait aussi quand même des problématiques de ressources humaines. J'avais un petit salaire, je n'étais pas très bien payée et je suis partie à l'époque, j'ai quitté ce CDI. Il ne faut jamais renoncer à quitter un CDI, voire s'arrêter de travailler à certains moments quand on pense que le travail n'est pas le bon, quitte à chercher d'autres pistes, je pense, si on peut se le permettre et si on a la possibilité de le faire. Et j'ai continué aux éditions Bayard, donc un remplacement de congé maternité. Il y a souvent, d'ailleurs, c'est les postes souvent qu'on arrive à avoir dans l'édition. Alors ça a peut-être changé aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent en freelance, qui sont auto-entrepreneurs dans l'édition. Mais donc j'ai intégré Bayard et les éditions jeunesse. Donc j'ai commencé à travailler dans le livre jeunesse à ce moment-là. Je travaillais sur des petites collections. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça, vous êtes jeune. Mais Cœur Grenadine, c'était des collections de romans pour les 8-10 ans, de romances. Et puis sur des romans pour adolescents. Donc je travaillais dans cette grosse maison. Et puis après j'ai travaillé pour les éditions Milan. Je suis partie à Toulouse 2 mois. Et j'ai eu l'opportunité ensuite de travailler en freelance. C'est vrai, comme je vous disais, assez rapidement, c'était des modes de travail qui étaient assez développés dans l'édition. Alors avec des points positifs et d'autres négatifs. À l'époque, il n'y avait pas le statut auto-entrepreneur. Moi, je me souviens, ça m'a marqué. Ça a été créé en 2007, le statut auto-entrepreneur par Monsieur Sarkozy. Et ça permettait du coup assez facilement d'avoir... Je vous en parle dès maintenant parce que le statut des auteurs, il est aussi lié à ce qu'on appelle le numéro SIRET. Et peut-être vous voyez, je ne sais pas si vous commandez des Deliveroo, si vous prenez Uber, mais souvent ce sont des gens qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Donc ça a des points positifs parce que ça donne aussi une sensation de liberté, choisir son travail, de travailler chez soi. Après, c'est vrai que c'est aussi des réalités matérielles, donc on ne cotise pas forcément beaucoup à la retraite, on ne cotise pas beaucoup aux droits sociaux. C'est quand même aussi une précarisation du monde du travail. Mais c'était très développé à l'époque, d'autant qu'avant ce statut, moi, on me faisait des faux contrats d'auteur, des grandes maisons d'édition qui sont là. Parce que en fait, ils avaient besoin de faire travailler des gens en indépendant. Ça a toujours été une réalité de l'édition, notamment. Vous voyez tous ces livres qui sont là. Ils avaient besoin de lecteurs pour soit lire les versions anglaises et choisir ensuite de les traduire en français, soit les manuscrits qui arrivaient par la poste, d'avoir un premier regard de lecteur qui ne soit pas uniquement le regard des stagiaires. Donc moi, j'ai énormément fait ça en freelance, donc à la fois de lire en anglais, pour Pocket notamment, je lisais beaucoup pour Pocket, pour voir donc en anglais. Donc après, je devais faire des fiches de lecture, dire si on devait garder ou pas le texte, si c'était bien de l'acheter, donc avec ce système d'achat aux maisons d'édition étrangères. Et puis lire aussi des manuscrits en français. Moi, j'ai beaucoup lu aussi pour les éditions Flammarion Jeunesse. Donc il y avait une première sélection qui était faite par une stagiaire et je lisais ensuite les manuscrits et je faisais des notes pour dire est-ce que c'est intéressant ou pas de retravailler ce texte avec l'auteur pour la maison d'édition. Donc, et toutes ces missions-là, elles étaient faites en freelance. Donc moi, j'ai travaillé en freelance pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler pour une association. Et le monde associatif, c'est un milieu dans lequel je suis encore aujourd'hui, dans lequel je me suis plus épanouie que dans les maisons d'édition et dans le privé. Pourquoi ? Parce que je pense qu'après, c'est l'associatif de manière générale, c'est quand même des structures qui posent des questions d'intérêt général, de défense ou de promotion de la lecture. Donc à l'époque, j'ai travaillé pour une association qui s'appelait Lecture Jeunesse et qui faisait la promotion de la littérature pour adolescents auprès des médiateurs du livre, donc des bibliothécaires. Et je travaillais sur une revue, donc une revue de recherche sur ce qu'était la littérature ado, sur qui étaient les publics ados, sur les tendances de la littérature jeunesse. À l'époque, c'était le manga qui arrivait, donc j'ai intégré ce poste-là dans les années 2000. Il y avait le manga qui arrivait en France et qui était vraiment un succès important pour
pour les libraires, les bibliothécaires, les ados demandaient beaucoup de mangas, et cette culture, c'était pas du tout la culture des professionnels du livre de ma génération. Nous, on n'a pas grandi avec les mangas, enfin quoi que si, il y avait Dragon Ball Z à la télé, mais il n'y avait pas la lecture des mangas. Donc on travaillait là-dessus, et puis c'était aussi juste après Harry Potter, les années 97, Harry Potter, et ça a vraiment été très important, Harry Potter, dans le champ de l'édition jeunesse. En tout cas, moi, quand j'ai intégré l'édition jeunesse, à la fois dans les maisons d'édition qui se sont restructurées autour de ce succès et qui cherchaient des titres de littérature fantastique, de fantasy. C'était vraiment un événement majeur. Il n'y a pas eu forcément d'équivalent dans l'édition, sachant qu'aujourd'hui, il y a d'autres courants qui viennent plutôt des réseaux sociaux, des influenceurs d'Instagram, d'autres façons de lire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le Harry Potter, ça a complètement reconfiguré le champ de l'édition jeunesse, qui est devenu quelque chose de plus mondialisé, de plus international, et donc avec des maisons d'édition qui cherchaient aussi des succès à l'international et des succès similaires. Donc il fallait former les bibliothécaires, il fallait former les professionnels du livre, et puis c'était une revue de réflexion sur ce qu'était l'édition jeunesse. Donc je travaillais à la fois sur une revue de recherche avec les éditeurs, donc j'aimais bien parce que ça me permettait de garder un lien avec tous les éditeurs, mais je travaillais plus pour eux, mais avec eux. Et ce qui était plus simple en termes de relations, parce qu'on faisait la promotion de leurs ouvrages, on menait un travail de réflexion sur leur contenu, donc c'était intéressant. Et je faisais de la formation, donc je arpentais la France, l'étranger, avec ma petite valise de livres, pour former les bibliothécaires sur les questions attenantes à la littérature jeunesse. Alors à l'époque aussi, pour nous, ça va vous sembler peut-être préhistorique, mais c'était l'apparition aussi de tous les usages numériques des jeunes lecteurs, et puis toutes les pratiques numériques qui se développaient sur les blogs, le fait de parler de littérature, enfin je ne sais pas si le mot blog d'ailleurs est encore utilisé par votre génération. Vous avez quel âge? Vous avez 20 ans? Une vingtaine d'années? 19, 20, 22, 23, 24, 25? Okay. Ouais, enfin vous êtes jeune. Mais donc c'était les blogs, c'était la littérature numérique, et c'était vraiment les sociologues réfléchissaient sur comment on parle de la littérature sur les réseaux sociaux. C'était vraiment innovant à l'époque. Aujourd'hui c'est courant, mais à l'époque c'était innovant. Il n'y avait pas Instagram, c'était donc ces blogs, des forums un peu obscurs, et les maisons d'édition du coup se sont vraiment penchées sur ces pratiques pour mieux connaître le lectorat, pour mieux cibler aussi les publications en direction de ce lectorat. Et puis, forte de tout ce parcours, et avec ce statut d'auto-entrepreneur que j'avais déjà, puisque je travaillais aussi un peu en freelance, toujours dans l'édition, je me suis dit que j'allais complètement me lancer à mon compte, donc en 2012, et j'ai créé une petite structure qui s'appelait Ne vois-tu rien venir. Je m'appelle Anne, donc c'est Anne, ma sœur Anne, Ne vois-tu rien venir, qui est une référence à Barbe Bleue. Vous chercherez. Et donc, je me suis dit que tout ce qui m'intéressait dans le domaine de la littérature jeunesse, j'allais le faire à mon compte. Donc, je travaillais à la fois pour des éditeurs, donc sur des missions éditoriales, donc de lecture de manuscrits, de conseil éditorial, de suivi éditorial. Je faisais des formations, donc pour les bibliothécaires départementales, pour des professeurs documentalistes, pour des étudiants aussi comme vous sur la littérature ado, et puis je faisais quoi d'autre? Et j'écrivais des articles aussi de recherche sur la littérature jeunesse, donc j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près, et puis comme je vous disais, c'est vrai que choisir c'est renoncer. Le fait de travailler à son compte, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'à des moments je me posais des questions. Alors j'ai pas d'enfant, mais à l'époque, en tant que femme, je me posais la question si je vais avoir un enfant en freelance, le congé maternité, ça va être compliqué. Comment je vais gérer mon activité? Et puis parfois, je me sentais seule, parce que c'est vrai que de travailler aussi en indépendant, on se sent seul. Je travaillais aussi de façon décalée, du coup, on n'est pas sur des horaires 35 heures, donc je travaillais parfois le soir, j'avais des moments où je travaillais beaucoup, parfois j'arrivais à avoir 3 mois dans l'année où je travaillais pas l'été, donc il y avait une souplesse, mais ça me demandait aussi d'être toujours en recherche de nouveaux contrats, de me vendre, et c'est vrai que se vendre, à des moments on en a l'énergie, à d'autres moments on a un peu moins l'énergie de le faire. Et puis, à l'époque, j'avais un autre compagnon. Je n'avais plus le compagnon avec qui j'étais venue à Paris.
et on voulait partir à Istanbul. Et puis ça s'est pas fait pour des raisons personnelles, parce que parfois la vie, on a des soucis de vie qui font qu'on part plus ou qu'on fait plus les choses que l'on souhaitait faire. Donc j'ai repris un travail salarié parce que j'avais peur de rester en freelance, en indépendant. Je voulais une protection sociale, je voulais cotiser à la retraite, je voulais pouvoir, si j'ai des problèmes de santé, bénéficier d'une assurance maladie, d'une mutuelle. Je vous parle de tout ça parce que vous allez voir par rapport aux auteurs, et dans la vie, c'est des vrais choix, en réalité, contrairement à ce qu'on pense. Quand on vient, en plus, quand on vient d'un milieu populaire, moi je viens d'un milieu populaire, mais ces questions-là, elles comptent. Elles sont importantes, et c'est vrai qu'en France, on a l'avantage quand même de bénéficier d'un système de protection, et c'est important. Donc j'ai repris un travail salarié à la Bibliothèque nationale de France, donc toujours dans le livre. Et là, j'ai dirigé une petite association, et je travaillais dans le mécénat. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le mécénat. Le mécénat, en fait, c'était le fait d'aller rechercher de l'argent. C'est un métier pas facile et pas toujours marrant, mais aller rechercher, je vais être un peu grossière et je vais synthétiser le procédé, mais rechercher des fonds pour financer des projets. Là, en l'occurrence, à la Bibliothèque nationale de France, donc des projets de restauration de livres, pour aussi faire des acquisitions d'œuvres d'art contemporaines qui coûtaient très cher. Donc, je travaillais notamment... je vous invite d'ailleurs à aller à la Bibliothèque nationale de France. Les étudiants parfois n'y vont pas trop, mais c'est vraiment un très très bel endroit. À la fois le lieu, la bibliothèque à Tolbiac, et puis le site qui a réouvert à Richelieu, au centre de Paris. C'est magnifique. En plus, il y a des salles qui sont... Alors à Tolbiac, c'est payant, mais il me semble qu'à Richelieu, maintenant, il y a une salle qui est gratuite, accessible à tous, avec un superbe fond bande dessinée quand on arrive, qui est vraiment dans un lieu d'une beauté... époustouflante. Enfin, je trouve que c'est un très très bel endroit. Et c'est gratuit. Et on peut se poser pour lire des livres. Bref, donc je faisais du mécénat. Donc c'était pour trouver des fonds pour faire des acquisitions d'œuvres d'art contemporaines, notamment pour le département des estampes et de la photographie. Donc la Bibliothèque nationale de France, c'est un établissement public, ce qu'on appelle un EPI, établissement public. J'ai oublié la suite de la définition. Donc il y a des fonds publics, mais c'est vrai que pour les différents conservateurs qui travaillaient dans les départements, c'était intéressant d'avoir des mécènes, souvent passionnés par la littérature, par les arts, qui venaient contribuer et financer à des travaux de restauration, des travaux d'acquisition assez chers. Donc, parce que par exemple une estampe d'une artiste contemporaine, ça pouvait coûter 20 000 euros, et donc c'était précieux d'avoir ces mécènes contribuait aussi aux expositions. Donc il y a beaucoup de mécénat, il y a vraiment un service mécénat. Ça, c'est aussi des métiers annexes qui peuvent être intéressants, dont je vous parle, parce que c'est vrai que le mécénat aujourd'hui, c'est un vrai enjeu dans le monde de la culture. Si vous vous intéressez pas uniquement à la production, enfin à la création, à la valorisation du livre, mais aussi à tout ce qui est lié à l'exposition des œuvres d'art, d'illustrateurs, d'artistes contemporains, le mécénat, c'est un secteur assez intéressant parce que la plupart des services culturels publics ont besoin de fonds complémentaires pour mener des projets culturels. Et c'est souvent passionnant, en tout cas, de rencontrer des mécènes et puis des gens qui sont passionnés par l'art. Et c'est très riche si vous aimez la culture de manière générale. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite j'ai travaillé... j'ai laissé ce poste. Moi, je m'ennuie vite. Et quand je fais le tour d'un travail, après, j'essaye de chercher d'autres choses. Je trouve qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut... Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais que c'est bien d'explorer différentes choses, de différents métiers. Et donc, ensuite, je suis allée travailler pour une autre association. C'était les Archivistes de France. Et c'était une association qui faisait la promotion du métier d'archiviste. Donc, c'était quand même toujours en lien avec le document. Et puis du coup, j'avais développé des compétences en direction d'association, en gestion de budget. Ça, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais dans tous les métiers que j'ai faits, et assez tôt, les questions de gestion de budget, elles sont importantes. Notamment quand on fait un livre, un compte d'exploitation prévisionnel, à savoir en fait combien coûte un livre, entre justement les droits d'auteur, les frais d'impression, le fait qu'il sera distribué, parfois qu'il sera retourné. Donc tout ça, c'est des coûts. Donc très vite, on élabore des budgets. En tout cas, c'est des métiers, c'est important d'avoir des connaissances, je sais pas, en comptabilité analytique, même à minima, hein, mais ça,
Ça, c'est très simple, même pour soi-même, de se faire des petits budgets analytiques, prévisionnels, c'est intéressant. Mais dans l'associatif, en tout cas, c'était un point, et dans le mécénat aussi, de vraiment gérer des budgets, de travailler avec des comptables, des experts comptables, donc d'avoir une comptabilité assez rigoureuse. Et puis, c'est aussi des métiers qui demandent d'avoir aussi une très bonne gestion des plannings, des projets, de coordination, donc d'avoir une vision globale d'un projet. Donc ça, c'est important aussi. Donc j'ai fait ce métier-là, et puis ensuite, j'ai une amie qui m'a dit, tiens, il y a un poste qui rassemble un peu tout ce que tu as fait, la littérature jeunesse, la direction d'association, et puis des compétences du coup de gestion d'équipe. Et donc c'était la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, qui est une association. Donc c'est une association, vous connaissez le monde associatif, un petit peu les différents types de... Enfin, il y a l'édition qui est vraiment les maisons d'édition qui sont la plupart du temps des maisons d'édition privées, donc à des fonctionnements d'entreprise. Et le monde associatif, les associations de loi 1901, ce sont des associations donc, qui ne font pas de bénéfices, mais qui sont là pour vraiment défendre l'intérêt de personnes, la plupart du temps. Donc avant, moi, je défendais les intérêts des archivistes. Et là, donc, j'ai rejoint la charte qui défend et qui fait la promotion des auteurs et des illustrateurs jeunesse. Donc cette association, elle est née elle a 43 ans, mon âge, donc 46 ans. Elle a fêté ses 46 ans l'année dernière. Et c'est une association qui a été créée donc, par un groupe d'auteurs et illustrateurs. Très souvent, les associations, bon après je pense que vous le savez, je ne sais pas si vous êtes dans des associations bénévoles ou militants, mais les associations, elles sont créées par un groupe de personnes qui trouvent qu'il manque quelque chose pour défendre leurs intérêts, qu'il manque un statut, elles naissent souvent de manque, de prérogatives, de militantisme, qui peuvent être portés par un petit groupe de personnes. Et donc ça a été créé par notamment un des cofondateurs, qui est un auteur jeunesse qui est âgé aujourd'hui, je pense que vous ne l'avez pas lu, et qui s'appelle Christian Grenier, Mathilde Lévesque connaît peut-être, qui est un auteur de science-fiction français, et puis d'illustrateurs en fait, qui étaient invités dans des salons, et on ne les payait pas. Donc ils payaient leur billet de train, ils se retrouvaient à payer leur repas le midi, et puis à faire des signatures, et ils se sont dit quand même, c'est problématique. Déjà, ils avaient des métiers assez précaires, hein. C'est vrai que c'est beau de faire des livres, mais c'est pas forcément des milieux dans lesquels on gagne beaucoup d'argent. En tout cas, on ne le fait pas nécessairement pour l'argent. Et se poser la question aussi de toutes ces interventions qui étaient conduites et pour lesquelles ils étaient sollicités, qui n'étaient jamais rémunérées. Donc un des principes fondateurs de la charte, ça a été de créer ce qu'on appelle le tarif charte. Bon, je vous ai laissé différents documents qui rappellent aussi ces éléments-là. Donc un tarif en fait qui permet d'être rémunéré lorsque l'on fait une intervention sur une demi-journée, une journée. Et ce qui est important, c'est que au-delà de la création de ce tarif, il a été reconnu par l'ensemble des institutions publiques. Donc aujourd'hui, le tarif charte régulièrement lors de nos assemblées générales, parce qu'une association, ça a différents temps. Il y a un conseil d'administration donc, qui dirige l'association avec un bureau. Donc dans ce conseil d'administration, ce sont 17 personnes. Ces 17 personnes, ce sont des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices de jeunesse, qui font bénévolement en fait ce travail-là de réfléchir à comment défendre, valoriser les droits, et qui échangent avec les institutions publiques. Donc c'est le ministère de la Culture, c'est le Centre national du livre. Ce sont aussi ce qu'on appelle les organismes de gestion collective du livre, les OGC. Donc, par exemple, quand vous empruntez un livre ici à la bibliothèque, je pense d'ailleurs peut-être que les bibliothécaires pourront vous dire, mais au niveau du budget de l'université, il y a une partie de l'argent qui sont reversés à des organismes de gestion collective, puisque donc un auteur ici touche des droits lorsque le livre est emprunté. Donc tous ces organismes de collecte et de gestion des droits d'auteur, c'est la même chose aussi au niveau de l'éducation nationale. Donc on reverse ces droits. Ces organismes de gestion collective, ils ont une mission donc à la fois de reverser les droits aux auteurs directement, mais la plupart ont aussi un service d'action culturelle. Donc ils financent des projets justement d'associations, de festivals, de salons du livre, pour que d'une façon, on va dire, assez collective, tous ces droits d'auteur qui sont versés par tous ces publics qui empruntent des livres, qui les utilisent dans le cadre
d'événements comme ça publics puissent être reversés à des structures qui revalorisent les auteurs et illustrateurs jeunesse. Donc par exemple un salon, le Festival international de BD d'Angoulême, le Salon du livre de jeunesse de Montreuil bénéficient aussi de ces versements, de ces financements, donc de ces organismes de gestion collective. Je vous en parle, ça peut sembler rébarbatif, mais c'est vraiment important parce que c'est le droit d'auteur, c'est la question du droit d'auteur qui est reversé à ces organismes, qui les redistribue à la fois individuellement aux artistes auteurs, mais aussi à des associations, des festivals et des structures qui créent des événements autour du livre de jeunesse. Donc on a des organismes de gestion collective en littérature générale pour les auteurs, des organismes de gestion collective qui sont spécialisés dans tout ce qui est le travail plutôt des illustrateurs, des artistes plasticiens. Donc il y en a plusieurs qui existent et donc ça c'est aussi une source de financement important. Et pour revenir au tarif charte, tous ces organismes en fait reconnaissent le tarif qui est défini et voté lors des assemblées générales de l'association chaque année. Alors cette année avec l'inflation, il y a une forte hausse du tarif charte. Et donc le ministère de la Culture notamment nous a un peu grondé en disant que quand même c'était un tarif élevé. Et de manière générale, moi depuis que je travaille à la Charte, je me rends compte qu'en effet, avant d'arriver à ce poste, j'ai 43 ans bientôt, le 6 novembre, je ne m'étais jamais interrogée sur ce que gagnait un auteur jeunesse. Par exemple, chez Bayard, je reprenais un de mes premiers postes aux éditions Bayard. Je faisais remplir des contrats d'édition à des auteurs français. Je me souviens Christian Léourier qui écrivait des romans ados. Puis on me disait, bon ben voilà, c'est tant, c'est 6% de droits d'auteur et la valoir, c'est 100 000 euros. Mais on ne m'a jamais demandé de réfléchir à ce que ça représentait ces 6% pour l'auteur, à ce que représentaient ces 6 000 euros d'avaloir. Donc avaloir, c'est-à-dire qu'en fait, on avance en fait les droits d'auteur pour l'auteur. Donc vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes Christian Léourier, vous avez une super idée de roman. Soit le manuscrit est déjà écrit, soit il est en cours parce que vous connaissez déjà la maison d'édition, vous avez 4 ou 5 romans publiés chez cet éditeur. Donc vous appelez votre éditrice, vous dites voilà, j'ai un super roman sur le Moyen-Âge avec un héros adolescent. Et donc après, on lui dit bon ben banco, c'est parti, on attend ton texte pour fin décembre, pour une publication en juin. On fera une valorisation lors de tel événement et puis on fera une rencontre en librairie. On a tel lien avec tel festival, tel salon pour valoriser le livre. Donc il signe son contrat d'édition et puis on lui dit 6%. Alors très souvent, l'auteur jeunesse ou l'illustrateur jeunesse, parfois il a un autre métier à côté. Lui-même, il n'a pas fait de formation en droit. Donc il est déjà très très content d'être publié, donc il signe. L'éditeur, lui-même, moi j'ai une petite formation en droit, mais pas très approfondie, donc il signe ses 6%. Et puis on lui dit, voilà, à la fin du mois, tu auras le premier versement, une partie de la valoir, tu auras les 3 000 euros. Et puis, fin décembre, tu auras le reste, 6 000 euros. Bon, là, je suis assez large sur le pourcentage, mais il faut imaginer après le temps de travail que ça représente. Et ça, c'est vrai que dans les métiers du livre, la question de la création, du fait que créer, c'est un métier, c'est encore aujourd'hui très difficile de le concevoir et c'est très difficile de le faire penser aux éditeurs et à l'ensemble des gens qui font intervenir des auteurs ou des illustrateurs jeunesse. Mais écrire un roman tout seul chez soi, ça prend beaucoup de temps. C'est l'équivalent d'un temps de travail que moi je fais aussi en tant que salarié. Et encore aujourd'hui, que ce soit avec les éditeurs, on doit vraiment se battre pour faire reconnaître le fait que créer, c'est un métier, le fait que faire des interventions, ça doit être rémunéré. Et ça peut sembler évident, mais encore aujourd'hui, pour l'association, c'est vraiment un combat de défendre à la fois ce tarif charte et puis d'essayer de revaloriser les pourcentages des contrats d'auteurs qui sont signés avec les maisons d'édition. Parce qu'il faut savoir, une des spécificités de l'édition jeunesse, en tout cas des auteurs et illustrateurs jeunesse, c'est que très souvent, leurs contrats d'édition, ils sont moins élevés que pour des auteurs en littérature générale. Et quand on essaye de savoir pourquoi, à part par pure tradition, j'allais dire patriarcale, mais c'est un peu le cas, il n'y a rien qui le justifie et qui l'explique économiquement. Donc c'est vraiment parce que c'est une littérature jeunesse qui s'adresse à des enfants,
on considère que ce qui s'adresse à l'enfance, finalement, c'est moins sérieux. Souvent, en plus, c'est un domaine plutôt féminin. Donc, de fait, les pourcentages sont moindres, les avaloirs sont moindres. Alors qu'il y a des succès en littérature jeunesse qui n'ont rien à envier à la littérature générale. Donc, c'est vraiment de pure tradition. Et moi, depuis que je suis en poste, on me dit, nous, on arrive à valoriser ce tarif charte, à faire reconnaître le fait qu'une intervention, c'est important de la rémunérer. Mais auprès des éditeurs, encore aujourd'hui, les rapports entre la charte et donc notamment un des gros syndicats qui représente les éditeurs, c'est le syndicat national de l'édition. Donc c'est un syndicat qui rassemble la plupart des gros éditeurs en France. Eh bien, nous n'arrivons pas à négocier avec eux sur la question du pourcentage et sur la question de la valoir. Et ça, l'ensemble des adhérents de notre association, donc qui sont des auteurs et illustrateurs jeunesse, autrices et illustratrices, j'essaye de parler en inclusif parce qu'on utilise aussi, mais j'ai pas forcément encore l'habitude de le faire, c'est pas si évident. Et vous voyez, on a encore auteur et illustrateur jeunesse et pas auteur, autrice, illustrateur, illustratrice. Mais bon, on y vient. Et bien encore aujourd'hui, on a du mal à valoriser ce travail de création, qui plus est dans un secteur de l'édition qui tend à être très très concentré. Les politiques aujourd'hui autour du livre et de la lecture, alors en France on a de la chance, on a encore une grande diversité éditoriale, des petites maisons d'édition, mais il y a aussi des gros enjeux de concentration, avec la crise aussi qu'on vient de traverser, la crise du papier, la crise aussi qui va arriver sur la distribution. En tout cas, il va vraiment y avoir des enjeux de concentration et c'est difficile aujourd'hui de valoriser la création en littérature de jeunesse, parfois des ouvrages singuliers. Et c'est vrai que c'est difficile, en tout cas pour les auteurs et illustrateurs jeunesse. Mais c'est vrai qu'on a de la chance en France encore d'avoir des politiques qui soutiennent la création, notamment qui donnent des bourses aussi à des auteurs, à des illustrateurs jeunesse. On a beaucoup de salons. Donc c'est important d'aller dans les salons, d'aller rencontrer les auteurs et illustrateurs. Les livres coûtent cher, moi je trouve que ça coûte cher aujourd'hui, donc de les emprunter en bibliothèque aussi souvent que possible quand on a des bibliothèques à disposition, mais de soutenir la création parce que je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir conscience qu'il faut soutenir la création, différents angles et différents points de vue sur le monde qui nous entoure. Donc c'est des sujets importants. Alors je voulais vous montrer peut-être avant de continuer sur l'histoire, dans les vidéos justement qui reviennent sur l'histoire de la charte, sur les origines. Vous allez entendre Christian Grenier qui a créé la charte. Hop. Le saviez-vous ? La charte est née il y a 46 ans dans une auberge bretonne. Christian Grenier, qui en est à l'origine, nous parle des raisons de sa création. On l'écoute. La charte est née au mois de mai 1975 à la suite d'une invitation en Bretagne à l'auberge des Agents d'Or par un certain Yvon Dupré qui animait à l'époque une association qui s'appelait Lire en Bretagne. Et cette année-là, il avait suggéré à plusieurs éditeurs de convier plusieurs auteurs de façon à ce qu'ils rencontrent ces auteurs, leur public, leurs lecteurs, c'est-à-dire. Et la charte est née tout simplement parce que Yvon Dupré, le premier soir, nous a signalé qu'il serait opportun pour nous de payer notre repas. Alors on lui a demandé, on lui a dit mais Yvon, tu te moques de nous parce que tu nous invites, bon c'est gentil, mais on a payé notre billet de train et tu nous loges à l'hôtel, mais il n'était pas du tout prévu qu'on paye nos repas, c'est toi qui nous nourris. Donc on était là coincés. Avec quasiment dans l'obligation de subvenir à nos propres besoins alors qu'on n'avait pas demandé à venir. C'est lui qui nous avait invités. Donc le premier soir, William Camus a dit « je ne paye pas ». Pierre Pelot a dit « on va dans ma chambre en discuter » et la charte est née ce soir-là. Alors elle est née du fait que nous ne voulions plus être pris à la gorge par des institutions qui nous invitaient et qui ensuite nous invitaient à payer. Parce que on voulait bien se déplacer, on voulait bien travailler, mais en plus on voulait pas payer notre hôtel ou nos repas ou quoi que ce soit. On voulait être pris en charge totalement. Merci Christian pour toutes ces informations et nous nous retrouvons demain pour parler des revendications initiales et voir quelles ont été leurs évolutions. C'est ma collègue Angélique qui a fait ces petites vidéos. On utilise donc oui, j'ai deux à la charte. J'ai
Nous sommes 3 salariés. C'est arrivé qu'on dise... Donc on a donc à la fois des bénévoles. Donc les bénévoles, c'est le conseil d'administration, ce que je vous disais. Donc c'est 17 auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices de jeunesse. Donc les associations, c'est toujours avec un conseil d'administration et un bureau et un président. Alors la charte, une des particularités depuis 2020, c'est qu'elle a fait le choix d'une coprésidence. Alors c'est assez rare dans les associations. Elle a fait ce choix-là parce qu'il y a beaucoup de présidents, de bénévoles en fait, qui étaient un peu épuisés du travail de représentation qu'ils doivent mener, parce que c'est vraiment assez... je sais pas, en effet, je ne sais pas si vous êtes militant dans des associations, mais le bénévolat, l'engagement militant, c'est souvent rencontrer aussi des politiques, rencontrer des institutions qui ont... une certaine posture, parfois une certaine langue de bois, en tout cas qui sont assez dans des postures quand même dominantes. Il faut défendre ses droits, ça demande beaucoup d'énergie. Tout ça, en plus, on le fait gratuitement, bénévolement. Donc on avait beaucoup d'administrateurs qui étaient très vite épuisés. Donc cette coprésidence, il y a 5 personnes aujourd'hui. Ça va un peu à contre-courant parce que très souvent on a besoin d'avoir quelqu'un, une espèce d'égérie, quelqu'un qui représente une association. Et là, l'idée, c'était vraiment d'être sur un fonctionnement plus transversal, plus collectif, qui est peut-être aussi plus adapté à ce que les gens recherchent aussi aujourd'hui dans les modes de fonctionnement d'une structure en général, hein, l'entreprise, mais aussi l'associatif. Donc c'est une coprésidence, et alors ce qui est étonnant, c'est que c'est une coprésidence, ce sont mes employeurs, mais j'ai dans mes employeurs des personnes, des jeunes autrices, illustratrices, qui ont 27 ou 28 ans et on travaille ensemble, et c'est assez plaisant parce que c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je suis dans une association où ces bénévoles qui ont un statut de créateur, d'artiste-auteur, finalement, je trouve ont une façon de travailler qui est très différente de ce que j'ai pu côtoyer auparavant dans le monde de l'entreprise et dans mes autres associations qui ont un autre regard vraiment sur le monde. Plutôt très bienveillant, en tout cas, en plus très ouvert aussi. Enfin, les auteurs, illustrateurs jeunesse, ce n'est pas c'est pas des stéréotypes de dire que vraiment ils pensent vraiment à la société dans laquelle ils sont, dans les contenus qui s'adressent au public, et donc il y a quelque chose de très bienveillant qui est très agréable. Après, il y a aussi des réelles difficultés liées à la précarité de leur statut. Donc on a parfois en effet dans notre conseil d'administration des gens qui ont des vraies difficultés financières parce que donc un auteur il ne vit pas uniquement en écrivant et en illustrant un livre. Hein. Donc s'il ne faisait que ça, il ne pourrait pas payer son loyer et remplir son frigo. Donc très souvent, il y a une partie des revenus qui vient donc à la fois quand même de cette création, mais surtout, on va dire, c'est un tiers grosso modo des revenus qui vient de ce qu'il crée. Mais il faut avoir à l'esprit... alors après, c'est vrai que moi, quand je travaillais en littérature générale ou un roman, généralement, il se vend parfois, quand c'est un très très bon titre, à 2000 exemplaires. C'est vraiment bien, en fait, un livre qui se vend à 2000 exemplaires. Mais parfois, c'est 400, 500. Donc la avaloir qui a été versée, en fait, en dehors de cet avaloir, et puis de ce qui a été perçu une fois pour ce travail de création, parfois on ne touche que 20 ou 50 euros de droits d'auteur à la fin de l'année, donc c'est vraiment minime. Donc ils vivent ensuite très souvent de tout le travail qu'ils font autour de leur métier, donc des rencontres, d'ateliers d'écriture, d'ateliers d'illustration pour les illustrateurs. Donc parfois ça, c'est 2 tiers de leurs revenus. Et puis il y a aussi tous les moments où ils sollicitent des bourses ou des résidences pour pouvoir mener des projets de création. Donc gérer son travail de créateur au quotidien, c'est compliqué. On voit alors souvent les illustrateurs et illustratrices, on fait des écoles, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment des écoles spécialisées pour devenir illustrateur et illustratrice. Donc très souvent c'est une activité qu'ils font tout de suite à temps plein, donc en alternant publication et puis des ateliers qui sont menés dans des classes avec des publics jeunes. Très souvent les auteurs-autrices ont un autre métier à côté, soit à temps plein, soit à temps partiel, et on observe en fait que certains parfois laissent arrivent à vivre de leur plume, parfois quand ils ont 45, 50 ans, ils peuvent faire le choix parce qu'en plus par ailleurs, je sais pas, ils ont fait l'acquisition de leur maison, ils ont fini de rembourser des frais, ils commencent à avoir plusieurs ouvrages, plus de droits d'auteur et des sollicitations qui leur permettent de laisser leur métier salarié et stable pour vivre de leur plume. D'autres qui font des temps partiels, et puis surtout des gens qui parfois travaillent toute leur vie en fait, et qui sont jamais vraiment en retraite. Donc c'est vraiment des métiers où d'année en année en fait on
Il y a une forme de débrouillardise en fait qui se met en place, de recherche aussi de projets, de négociations avec les éditeurs aussi en permanence pour pouvoir parfois récupérer des droits aussi de livres qui sont épuisés, pour pouvoir les revaloriser ailleurs, pour retravailler des textes. En tout cas, les auteurs ont vraiment une façon de penser leur carrière qui est très différente de quelqu'un qui travaille dans une structure comme salarié. Donc c'est aussi ce qu'on voit à la charte. Donc à la charte, il y a ce conseil d'administration, ce bureau, et puis on a 1400 adhérents. Donc la plupart des associations font appel à la contribution de leurs adhérents. Donc ils payent 50 € par an, et ça leur permet de bénéficier notamment d'un accès à ce qu'on appelle le répertoire des chartistes. Et donc en fait ce répertoire il est beaucoup consulté par justement les gens qui organisent des rencontres en classe. Donc dans ce répertoire en fait on peut retrouver les contacts, les travaux des auteurs illustrateurs jeunesse. Ils ont aussi des lieux d'échange privés. Donc nous à l'époque on a fait ça sur Facebook, c'est un groupe privé qui leur permet d'échanger entre eux, de partager sur des problématiques. Donc voilà, dans le répertoire, vous retrouvez par exemple Nathalie Duroussi. Et donc ça, c'est plutôt utilisé. Donc nous, c'est ce qu'on appelle les diffuseurs qui peuvent donc contacter, ils retrouvent son mail, ils peuvent contacter Nathalie pour mener un travail avec elle. Donc c'est vraiment ça, plutôt pour les rencontres qui se font autour de la littérature de jeunesse qu'on utilise ce répertoire. Et puis en effet, ils ont des groupes aussi, des temps privés où ils échangent sur leurs problématiques. Parce qu'il est très compliqué aujourd'hui ce qui est très compliqué pour les auteurs illustrateurs jeunesse, c'est que leur statut a évolué en 2020. Donc aujourd'hui, ils ont un statut d'artiste-auteur. Donc, je vous parlais du numéro SIRET que j'ai en tant qu'auto-entrepreneur. Et ben, les artistes-auteurs, depuis 2020, ils ont aussi un numéro SIRET. Avant, en fait, c'était rattaché à une autre structure, c'était l'AGESA, qui collectait en fait les droits d'auteur et en fait à partir desquels ils faisaient des factures. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment donc c'est assez récent. Je crois qu'il a fallu peut-être 10 ans de négociation pour arriver à définir le statut. Donc ce statut d'artiste-auteur, en fait, ils ont une plateforme, comme un auto-entrepreneur, sur laquelle ils vont déclarer leurs droits. Donc ça va des droits d'auteur à un ouvrage qui a été signé jusqu'à justement l'intervention payée par la bibliothèque. Et puis sur ces déclarations, ça leur permet de cotiser, comme pour un salarié, alors après dans une moindre mesure, à la sécurité sociale, à la retraite. Donc tout ce système-là qui a été mis en place pour eux. Alors c'est assez récent, donc il y a beaucoup de problèmes de fonctionnement, c'est assez dysfonctionnel, donc ça demande en fait vraiment aux artistes-auteurs de se gérer aussi comme une petite entreprise. Et parfois, c'est assez éloigné de leur intérêt premier pour la création. Donc, nous, on fait aussi un travail de formation, d'accompagnement sur ce nouveau statut. Parce que c'est vrai que moi, en tout cas, je sais quand j'étais dans des formations comme les vôtres, on ne me parlait pas du tout d'administratif, de comptabilité. Mais en fait, c'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps dans le quotidien, qu'on soit salarié, artiste, auteur ou indépendant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. C'est que ça peut prendre quand même... un cinquième ou un tiers de notre temps de travail, de penser aux questions administratives, aux déclarations sociales. C'est aussi le monde dans lequel on est. Donc, même si on fait de la création, c'est des sujets importants. Donc, nous, on les accompagne aussi là-dessus. Donc, comme je vous disais, on est 3 salariés donc à la charte. Donc, moi, je dirige l'association. Donc, j'ai le statut de délégué général. Donc, moi, je fais beaucoup d'administratif, beaucoup de comptabilité. Et puis, je recherche des financements. Donc c'est une association, on a des adhérents, donc il y a une partie de notre budget, c'est 45 000 €, c'est les cotisations de nos membres. Donc avec 45 000 €, on ne paye pas 3 salariés et on ne mène pas beaucoup de projets. Donc par ailleurs, on fait appel à des financements publics et privés. Donc je remplis des gros dossiers de financement au ministère de la Culture, auprès des régions, donc auprès des organismes de gestion collective dont je vous parlais. Donc c'est des dossiers... Après, c'est agréable à faire. C'est vrai qu'on a très souvent, je trouve qu'il y a très souvent une image négative qui est associée aux missions administratives dans les métiers. Mais très souvent, c'est des missions qui demandent aussi de mettre en place des stratégies financières, des stratégies aussi autour des projets qu'on souhaite développer. Et puis, ça permet d'échanger avec les autres institutions sur... pourquoi
pourquoi c'est important de soutenir une association, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, donc notamment avec le ministère de la Culture, c'est beaucoup de négociations. Ça permet aussi, bien sûr, après, surtout de payer les 3 salariés. Donc, ça coûte très cher, les salariés dans une entreprise, les locaux. Donc, on est 3 salariés. J'ai une collègue qui s'occupe de la communication, donc qui s'occupe de tout ce qui est vidéo. On a aussi des réseaux sociaux, on est sur Instagram, Twitter, LinkedIn. Comme on travaille notamment sur la valorisation et la promotion d'auteurs et d'illustrateurs et illustratrices jeunesse, on a vraiment besoin d'être présent sur les réseaux sociaux pour communiquer. Puis, on communique beaucoup auprès de nos membres. Et il y a tout un travail aussi de communication qu'on fait avec les partenaires, ce travail aussi politique aussi auprès des syndicats qui est important, parce que donc on nous consulte aussi, le ministère de la Culture nous consulte pour réformer des lois sur le statut d'artiste-auteur, pour créer une nouvelle plateforme. Là, le ministère de la Culture, il nous consulte sur une feuille de route sur l'écologie du livre qu'il souhaite mener, donc avec la participation d'associations. Donc les associations, elles ont aussi un rôle politique. Et donc c'est intéressant aussi de travailler sur cet aspect-là, en fait, sur les stratégies financières et politiques d'une association. Et souvent, c'est des choses qu'on ne peut pas du tout faire dans l'entreprise, dans le privé. Enfin, dans l'édition, moi, on me demandait de faire des livres et que ces livres se vendent et je rapporte de l'argent à l'entreprise, ce qui est très bien. Mais en termes de stratégie et d'intérêt général, c'est pas toujours au centre des préoccupations des éditeurs. Il ne faut pas oublier aussi que les éditeurs, ce sont des industries, des industries culturelles, et leur intérêt premier n'est pas toujours de faire les meilleurs livres pour les meilleurs des publics. C'est d'abord de vendre des livres pour pouvoir financer aussi leur structure éditoriale et puis maintenir aussi les salaires au sein des maisons. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit aussi dans le monde de la culture. On ne fait pas que de la culture pour la beauté de l'art. On fait aussi de la culture parce que c'est un marché aussi qui est rentable. Donc, il faut aussi parfois avoir cet équilibre, en tout cas cette idée-là à l'esprit. Et puis, on a 2 personnes qui travaillent en freelance aussi avec nous. Alors, c'est pas forcément un choix que l'on a fait de gaieté de cœur. On aurait préféré avoir 5 salariés. Mais encore aujourd'hui, même avec les financements, on ne pourrait pas... donc moi, je vous dis, je gère les budgets. Mais dans notre budget, en fait, 3 salariés, donc avec toutes les charges que l'on paye aussi à l'URSSAF, aux assurances, pour les retraites, etc. En fait, ça coûte très cher d'avoir des salariés. Donc, on a 2 personnes qui travaillent en freelance. Une qui s'occupe de valoriser tout ce qui est les projets. En fait, on fait des projets d'action culturelle, je vais vous en parler après. Et une juriste. On a une juriste qui travaille à nos côtés parce que... nos adhérents, ils ont vraiment des besoins pour être accompagnés sur justement comment négocier leur contrat d'édition. Et ça, c'est un poste très important parce qu'ils ont 1001 questions dans un monde du livre qui évolue beaucoup. Donc, outre les contrats d'édition classiques, c'est aussi savoir, dans un contrat d'édition, il y a aussi tout ce qu'on appelle les droits dérivés. Si un album jeunesse, par exemple, peut être adapté à la télévision, s'il y a des droits après pour des diffusions, des usages numériques. Il y a aussi toutes les nouvelles pratiques aussi culturelles aujourd'hui autour du podcast, du streaming, qui font qu'en fait, dans ces contrats, ça devient très complexe. Et les auteurs s'interrogent beaucoup sur comment négocier au mieux pour percevoir des droits. Si par exemple, il y a un ouvrage qui est adapté, s'il y a un ouvrage qui est lu pour un podcast par l'éditeur. Donc notre juriste a énormément de questions sur des ouvrages aussi épuisés, parce que la production aujourd'hui, alors je crois qu'il y a eu un peu moins de titres qui ont paru cette année avec la crise, mais en jeunesse, on est autour de 900 titres, 900 nouveautés, je crois, par an, sachant que c'est concentré beaucoup autour des périodes de Noël. Il y a beaucoup d'ouvrages, au bout d'un an ou 2, s'ils n'ont pas rencontré de succès, qui sont épuisés. Donc les auteurs aussi se disent parfois, est-ce que je peux récupérer mon livre chez tel éditeur et puis pouvoir le proposer à quelqu'un d'autre. Parfois, les éditeurs font tout pour bloquer, même s'ils valorisent plus le livre, dire en fait non, tu nous as cédé tes droits, donc l'ouvrage, on ne le vend plus, on ne l'exploite plus, mais tu ne peux pas le récupérer. Ça arrive assez souvent. Donc la juriste, elle est là pour défendre les droits des auteurs, les accompagner, sachant qu'eux-mêmes n'ont pas bénéficié de formation juridique, donc très souvent, comme je vous disais, ils signent le contrat les yeux fermés. Donc ça, c'est un travail très important. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à la Charte, ces questions juridiques, sociales et fiscales, qui sur le papier peuvent sembler très prosaïques, qui ne vendent pas toujours du rêve, mais qui correspondent vraiment à une réalité, de tout à chacun. En effet, c'est
comment on valorise notre travail, comment on défend nos droits pour valoriser notre travail, gagner de l'argent avec le travail que l'on fait, comment on cotise aussi à l'ensemble des organismes qui nous protègent si on est malade, si on a quelqu'un qui, quand on sera en retraite, etc., si on veut faire l'acquisition d'une maison ou tout autre projet de vie. Et puis, comment défendre ses droits et comment valoriser cette littérature. Donc, outre toute cette réflexion sur les droits des auteurs et illustrateurs jeunesse, on a aussi des projets d'action culturelle pour valoriser aussi les auteurs et illustrateurs jeunesse. Et on a notamment 2 dispositifs. Alors, le premier, c'est un voyage à Bologne. D'ailleurs, il y a une exposition en ce moment à la médiathèque Françoise Sagan qui permet en fait de professionnaliser des jeunes illustrateurs jeunesse. Donc là, on a lancé la 10e édition cette année. Et l'idée, c'est d'avoir des illustrateurs qui ont publié 1 ou 2 livres, mais qui sont au tout début de leur parcours professionnel. Et nous, on va les former. Donc en fait, c'est un dispositif qui est financé par le ministère de la Culture. Donc il y a des financements qu'on fait avec les régions. Et donc on va sélectionner, là, ça va être cette fin d'année, c'est très agréable à faire, on va sélectionner 12 illustrateurs. Là, on a reçu 54 dossiers. On va les former. Donc on a 2 journées de formation. On les forme justement sur ces questions juridiques, sociales et fiscales, parce que très souvent, ils ne les connaissent pas. On les forme aussi sur le monde de l'édition jeunesse, parce que là aussi, parfois, c'est des gens qui ne connaissent pas toujours toutes les maisons d'édition. On leur apprend à présenter leur book, etc. Et puis, on les emmène à Bologne, en mars. Donc, sachant qu'à Bologne, en fait, il y a une grande foire internationale du livre. J'espère que si vous avez l'occasion d'y aller, ou si vous avez, je ne sais pas si avec le master, c'est assez rare quand on ne travaille pas dans le milieu du livre de pouvoir y aller, mais c'est un lieu en fait où il y a toutes les maisons d'édition jeunesse du monde entier. Alors moi, quand j'y suis allée, à chaque fois, je trouve ça fantastique parce qu'on s'aperçoit de tout ce qui n'est pas traduit. Bah oui, Mathilde, vous êtes déjà allée. Tout ce qui n'est pas traduit en France. Et on s'aperçoit que finalement, chez nous, oui, il y a des choses qui sont traduites de l'anglais, l'anglo-saxon est dominant, mais toute la culture coréenne, toutes les publications jeunesse en Amérique latine, il y a très peu de traductions. Et on voit en fait un panorama de toute la littérature jeunesse dans le monde entier, donc c'est assez fascinant. Et donc nous, on les envoie là-bas pour qu'ils rencontrent des éditeurs français, des éditeurs étrangers, puisqu'il y a beaucoup d'illustrateurs. La création, et notamment l'illustration jeunesse française, elle est très reconnue à l'étranger. Donc ça va être des agents japonais, coréens, anglais. Donc on les accompagne dans ce travail-là et ça leur permet vraiment de gagner en confiance, de se créer un réseau, de se former. Et puis on a l'équivalent pour des auteurs et des autrices jeunesse, c'est Émergence. Donc ça, c'est un programme qui est un peu plus récent et qui permet donc de faire la même chose avec des jeunes auteurs et autrices. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui, il commence à y avoir des formations sur la création littéraire pour apprendre à écrire, mais c'est vrai que sinon, écrire, il n'y a pas d'école à proprement parler. Mais là, c'est le même système, des auteurs et autrices qui ont déjà publié 1 ou 2 textes, et puis on les accompagne, on les forme. Et là, c'est au Salon du Livre de Montreuil qu'on leur propose de rencontrer des éditeurs jeunesse. Donc, c'est vraiment ça, un travail de professionnalisation que l'on fait avec eux qui est vraiment intéressant. Et puis cette année, on a fait une grande exposition rétrospective des 10 ans de ce voyage à Bologne. Donc je vous ai apporté quelques catalogues que vous pourrez repartir avec parce que en 10 ans, ça a permis de faire connaître plus d'une centaine d'illustrateurs et illustratrices jeunesse qui sont quand même reconnus dans le monde du livre jeunesse, qui ont tout un parcours professionnel. Donc on a valorisé ce dispositif dans le cadre d'une exposition qui se termine à la fin du mois à la médiathèque Françoise Sagan. Autour d'Émergence, on en est à la 5e édition. C'est plus récent et puis c'est plus compliqué. C'est vrai que l'illustration jeunesse, c'est plus facile en tout cas d'avoir des projets pour un illustrateur jeunesse qui a vraiment un talent qui peut très vite être reconnu par plusieurs maisons d'édition. Au niveau de l'écriture, c'est quand même plus compliqué de persévérer, ça demande plus de temps, plus de patience, plus de persévérance. Là, on a souvent des gens qui font un autre métier à côté, mais là aussi, ils rencontrent vraiment le succès aussi auprès d'éditeurs. Et là, ils rencontrent des éditeurs à Montreuil. C'est la même chose, hein, on les aide aussi, on les accompagne pour bien présenter leurs travaux, leurs manuscrits en cours.
Et puis je voulais vous montrer, et on fait aussi des actions, on va dire, culturelles sur des projets militants. Là, on avait fait notamment sur la question du droit d'auteur une expo qui avait eu un vif succès dans la peau d'un auteur jeunesse, justement sur la question du droit d'auteur. Et je voulais vous montrer comme ça d'autres actions militantes qu'on a menées à la charte, par notamment des vidéos pour dénoncer justement la précarité. Alors sur notre... Est-ce que je peux trouver ça ? Le saviez-vous ? La charte a mené un grand nombre d'actions militantes. Je suis désolée, ça se lance automatiquement. Donc on fait aussi des vidéos, il y a notamment toute une série, c'est dans les petits papiers, c'est tout ce qui se passe autour, c'est pour valoriser des auteurs, illustrateurs jeunesse, je vous montrerai peut-être l'un d'entre eux parce qu'ils sont vraiment intéressants. Et puis je voulais remonter aux vidéos plus militantes qui avaient vraiment créé beaucoup de mécontentement du côté des éditeurs. Avec 324,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 13,4% des ventes du marché du livre et 5,2% de croissance, l'édition jeunesse se porte bien. Mais qui sont réellement ces auteurs stars qui font les succès de l'édition jeunesse? Quel est le train de vie de ces vedettes de l'écriture et de l'illustration? Comment gèrent-ils leur fortune? 9h du matin, quartier UP de Paris. Nous avons rendez-vous avec Virginie Machin, la nouvelle vedette de l'album jeunesse. Bonjour. Je vous ouvre en fait parce que le bouton de la porte ne marche plus. Désolée. Le premier opus du Dindon de la farce vient de sortir et s'est déjà écoulé à plus de 10 000 exemplaires. Un incroyable phénomène est en route. Virginie caracole en tête des ventes. Vous n'avez pas d'ascenseur? Non. C'est quel étage? C'est au 7ème, mais vous en faites pas, ça fait les cuisses. Hein. Ouais. Vous ferez pas attention au bazar parce que j'ai pas eu le temps de ranger, j'ai eu trop de boulot en ce moment. L'appartement de Virginie Machin est à la hauteur de son succès. Salon design. Oui, enfin, Ikea quoi. Cuisine américaine. Non, toujours pas. Ikea, Suède. Je vous fais un café? Mais le plus exceptionnel reste au fond de l'appartement. À travers cette petite fenêtre, une vue imprenable sur la tour Eiffel. Oui, enfin, faut se pencher un peu. T'as ce que vous... Enfin là, on voit surtout mon voisin qui est tout nu. Pas sûr que ça vaille la peine. Ce matin, notre équipe emmène Virginie à une séance de dédicace. Les enjeux sont de taille, ses livres sont vendus 12 € et elle touche 50% de droits. Alors en fait, non, c'est 6%. Et comme c'est un album, je partage avec l'illustratrice, donc ça fait 3% pour moi et 3% pour elle. En gros, ça fait 34 centimes par livre, brut chacune. Et si je compte les cotisations derrière et tout, Multiplié par 10 000, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 3 400 € brut pour 4 mois de travail, je trouve pas. Et chaque mois, le pactole tombe. Son éditeur lui envoie ses droits d'auteur sur les ventes. Alors non, toujours pas. En fait, on me paye les droits d'auteur au mois de juin. Mon album vient de sortir, on est au mois de janvier. Donc ça veut dire que je vais être payée dans 1 an et demi. Ça fait un peu long. Oui, mais vous avez été payé pour écrire. 800 € d'Avalor, monsieur. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non. Est-ce que vous pourriez prendre à droite, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. C'est pour qui? Pour Nina. Nina? Super. Elle a quel âge? Elle a 4 mois. Je vous en prie. Et voilà. Bonjour. J'aurais trop voulu faire comme vous. Faire rêver les enfants, gagner ma vie avec ma passion, l'écriture, tout ça. Ouais, c'est un très beau métier. D'ailleurs, j'ai un projet de BD, moi. Oui, pardon. Bon, après, c'est super, mais en termes d'argent, c'est un petit peu compliqué, mais... C'est-à-dire Non, enfin, disons que c'est pas la panacée, mais après, voilà, c'est un beau métier, vous avez raison. Voilà. Merci. Je vous en prie, Au monsieur. revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors, elle est très sympa, mais elle a un peu de mal à parler d'argent quand même. Ouais, ça doit pas manquer. Elle a un appartement avec vue sur la tour Eiffel. Il paraît. Ouais, il paraît. Donc on avait souhaité
on avait souhaité dénoncer justement les idées préconçues qui pèsent encore aujourd'hui en effet sur les auteurs jeunesse. Hein. Après, des salons du livre comme Montreuil ou d'autres n'ont plus forcément cette idée en tête, mais justement qui font qu'après, parfois, on fait intervenir les auteurs illustrateurs sans les rémunérer. Enfin, il y a cette idée de, encore aujourd'hui, du métier passion, même dans tous les métiers annexes au livre, je dirais, même dans l'édition, parfois le fait de dire on travaille dans le livre et c'est un très beau métier, donc parfois les salaires sont plus petits, même le métier de bibliothécaire n'est pas toujours justement rémunéré, et c'est aussi tout un système de valeurs en fait, de dire comment on valorise la création, comment on valorise la promotion du livre et de la lecture aujourd'hui de façon générale, donc c'est vraiment des enjeux importants. Et ce qui avait notamment créé c'était autour du contrat d'édition. Et puis sur le prix aussi autour du livre, que paie-t-on quand on achète un livre? Mais je vais peut-être vous montrer cette petite vidéo du Monde qui est assez intéressante aussi. Hop. Sur la répartition, sur ces questions de budget. Pourquoi le marché du livre est-il encadré? En France, depuis la loi de 1981 sur le prix unique du livre, un livre est obligatoirement mis en vente au même prix partout, quelle que soit la période de l'année et le point de vente. Grandes surfaces spécialisées, hypermarchés, librairies traditionnelles ou encore librairies en ligne par exemple. La possibilité de rabais est limitée à 5%. Prenons l'exemple d'un roman. En moyenne, 8% sont destinés à l'auteur. Ce pourcentage peut varier selon sa notoriété. En effet, certains sont en position de négocier des droits plus importants, jusqu'à 15%, et très exceptionnellement au-delà. Pour un livre illustré, ces droits d'auteur sont partagés entre l'auteur et l'illustrateur. Ensuite, 29% sont destinés à l'éditeur. 6% du prix du livre concerne les frais de création, c'est-à-dire le travail de mise en page, par exemple. 4% concernent les frais de publicité, 5% concernent les frais de diffusion du livre, c'est-à-dire le travail effectué par les commerciaux pour présenter les livres dans les points de vente. 15% permettent à l'éditeur de payer son personnel, ses locaux et de faire des bénéfices. 10% concernent les frais de fabrication. Réduits pour un roman, ils augmentent pour un beau livre avec impression spécifique. Les droits d'auteur et les frais de fabrication sont les parts les plus variables. Enfin, 11% sont destinés aux distributeurs en charge du stockage, du transport et de la distribution des livres. 36% sont destinés aux vendeurs qui doit, avec cette part, rémunérer son personnel, payer ses locaux et ses impôts. S'il parvient à faire du bénéfice, celui-ci se situe autour d'1 ou 2% du prix du livre. 5,5% sont destinés à l'État via une TVA réduite, le livre étant un bien culturel. Contrairement à ce modèle, quand le prix du livre est libre, comme en Grande-Bretagne par exemple, les prix sont tirés vers le bas. La grande distribution y arrive bien mieux que les libraires indépendants. Elle peut baisser ses marges sur les livres et en faire plus sur d'autres produits. Les vendeurs font alors pression sur les distributeurs, qui font pression sur les éditeurs, qui font pression sur les auteurs. En France, le prix unique a été mis en place pour solidariser les acteurs de la chaîne du livre, soutenir le réseau des librairies indépendantes et favoriser la diversité culturelle. Voilà, c'était lui, Bertrand Legendre. Voilà, je vous montrais cette vidéo parce qu'en effet, c'est vrai que la question nos questions, elles se positionnent aussi dans cette économie du livre, qui est quand même aujourd'hui mouvante. Donc, comme je vous disais, avec la crise du papier, les nouvelles pratiques aussi de lecture qui changent. Moi, c'est vrai, quand j'étais à Lecture Jeunesse, on a quand même aussi un public qui lit moins. Donc, ça change aussi la façon d'éditer et de publier des livres de la part des éditeurs, qui vont parfois chercher des succès qui sont en lien avec des succès commerciaux à la télévision, au cinéma. Enfin, on a de plus en plus cette idée de toute une production culturelle transmédia
qui influence aussi beaucoup la production littéraire actuelle, qui fait que là aussi, je sais pas, le transmédia, ça vous a dit quelque chose? Il y a un cours là-dessus ou quelque chose. Donc on a vraiment en fait cette idée qu'aujourd'hui, nous, on défend donc de fait des auteurs et illustrateurs jeunesse qui ne sont pas forcément dans cette culture transmédia. Donc notre illustratrice jeunesse, elle n'a pas une série Netflix, un grand succès, une chaîne YouTube, elle n'est pas influenceuse. Donc pour les éditeurs qui cherchent comme ça ce succès marketing, on est aussi, nous, face à un public qui fait de la création sur mesure, qui souhaite défendre aussi une certaine vision du monde, hein, comme je vous le disais. Nous, au sein de l'association, on a notamment 3 commissions. Une commission sur les questions d'égalité, une autre sur la diversité et l'écologie. Et l'idée de ces commissions, c'est à la fois de réfléchir à l'égalité, par exemple, dans la production littéraire jeunesse, mais aussi aux questions d'égalité entre les créateurs du livre. Est-ce qu'on travaille de la même façon que l'on soit un homme, une femme? Est-ce qu'on défend, est-ce qu'on a les mêmes contrats d'édition? Est-ce qu'on a les mêmes problématiques professionnelles? Et on s'interroge aussi, en effet, aux images qu'on véhicule en tant qu'auteur, autrice, illustrateur, illustratrice jeunesse dans cette production littéraire jeunesse, en disant que c'est un vrai enjeu aussi de se poser ces questions-là. On a une autre commission diversité, donc au sein de laquelle, normalement, on va conduire l'année prochaine des podcasts. Là aussi, pour se poser la question de, en tant qu'auteur, autrice, illustrateur, illustratrice jeunesse, quels sont les enjeux de la diversité éditoriale aujourd'hui? Est-ce que c'est plus difficile de proposer un texte lorsqu'on est issu justement de la diversité ou pas? Lorsqu'on veut proposer un certain type de texte qui soulève ces questions-là, comment est-ce que c'est perçu ou reçu par les éditeurs? Donc ces questions-là, on va les mener dans le cadre d'un podcast. Et puis une commission écologie, là aussi parce qu'on a, dans la dernière promotion du voyage à Bologne, des illustrateurs qui refusent de travailler avec des éditeurs qui impriment des ouvrages en Chine et qui veulent exclusivement travailler avec des éditeurs qui ont des imprimeurs pour le moins en France, au moins en Europe. Donc c'est quand même des questions aussi qui les traversent. Et c'est vrai que dans la commission écologie, je pense que même à court terme, on va aller plus loin aussi sur ces questions-là. Est-ce qu'il faut publier moins de livres, faire des tirages moins importants, éviter aussi les les coûts de distribution qui ont un vrai coût aussi au niveau de l'écologie. C'est vrai que c'est quand même une industrie qui écologiquement n'est pas forcément toujours très bonne pour la planète. Donc les auteurs et autrices se posent ces questions-là. Et puis il y a aussi toute une réflexion sur l'auto-édition, parce qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs, illustrateurs qui ont, en plus de leur publication chez des éditeurs, parce qu'ils trouvent que c'est compliqué avec les éditeurs classiques qui se lancent dans l'auto-édition, qui vendent aussi sur des plateformes dédiées, qui créent aussi ce qu'on appelle de la micro-édition, qui font des petits tirages et qui trouvent d'autres réseaux de diffusion, de distribution. Donc c'est vraiment un secteur qui est en train de... qui est passionnant parce que, d'une part, en termes d'idées, de ce qui est véhiculé dans les idées, dans la production en littérature jeunesse, vous le voyez autour de nous, là je vois notamment en BD, dans les mangas, sur le Bataclan, sur notre société, sur ce qui se dit, en tout cas sur la société, en tout cas la production jeunesse, on parle beaucoup de ces sujets. Et puis, il y a toutes les questions, en effet, liées à l'écologie, à la production, à comment on fait des livres, pourquoi on fait des livres, qui sont vraiment importantes aussi au sein de la charte. Donc, c'est aussi des questions que l'on porte dans nos pratiques. Je voulais vous laisser un temps de questions assez important, si ça vous va, parce que du coup, moi, je vous ai fait une présentation globale, mais je me disais, il y a peut-être des sujets sur lesquels vous voulez peut-être revenir plus particulièrement, que je peux développer, parce que je sais que il y a des choses qui me semblent évidentes, parce que je travaille depuis bientôt 20 ans, peut-être pas quand même, dans le monde de l'édition, mais donc si vous avez des questions à la fois sur mon parcours, sur la charte, sur l'édition jeunesse, n'hésitez pas. Bonjour, du coup vous y avez déjà un peu répondu, mais j'aimerais savoir comment les auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices ont réagi face justement à l'émergence de toutes ces plateformes d'écriture. Je pense notamment à Wattpad. Quelles sont leurs réactions, quelles étaient les problématiques? Alors en fait, nous, on a différents types de publics, différents types d'adhérents. C'est aussi une question de génération. On va avoir des auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices qui ont plus de 45, 50 ans,
qui sont plutôt dans une approche classique et qui ne vont pas trop utiliser ces plateformes. Et puis, par ailleurs, dans notre conseil d'administration, on a aussi des jeunes femmes qui ont entre 27 et 35 ans et qui utilisent ces plateformes, qui s'intéressent à ces plateformes, qui écrivent sur ces plateformes, notamment pour Émergence. On a de jeunes auteurs, de jeunes autrices qui s'intéressent. Donc, c'est vraiment des questions de génération. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'ambivalent, c'est qu'à la fois, on a des auteurs-autrices qui sont très contents d'être publiés par des éditeurs classiques comme Gallimard, Milan, et qui vont dire quand même que dans le même temps, il y a une reconnaissance quand même médiatique, aussi une certaine image des éditeurs classiques, et puis qui font quand même tout le travail de promotion, de diffusion, de représentation qui est valorisant. Mais après, une fois qu'elles perçoivent les droits, c'est un peu compliqué pour elles. Donc, ils réfléchissent beaucoup à parfois aussi des fonctions alternatives autour de, notamment pour les auteurs-autrices, autour de l'écrit. Là, on a une jeune administratrice qui va faire une formation et qui dit tiens, pour écrire pour le scénario, pour écrire pour des podcasts, qui parfois, en plus de leur travail de création, d'écriture, vont faire des missions de création de contenu pour des entreprises. Là, on avait dans la formation Émergence quelqu'un, je crois, qui fait des podcasts pour la RATP. Donc en fait, autour de l'écrit, ils vont diversifier leurs pratiques. Pour les illustrateurs, c'est la même chose. Parfois, certains qui vont se dire bon, c'est un peu galère, qui vont faire accepter une affiche, travailler pour une commune, pour une ville, pour de la communication. Donc en fait, ils diversifient leurs pratiques. Sur les usages, je pense qu'eux-mêmes, en fait, soit certains ont des pratiques déjà sur ces plateformes, soit ils ne les ont pas et il n'y a pas de... C'est assez différent selon les générations, selon la curiosité aussi ou pas personnelle. Il n'y a pas trop, je dirais en tout cas, d'a priori négatif. De manière générale, en tout cas, je trouve qu'on a plutôt une grande curiosité sur ces pratiques-là. Sur l'auto-édition, quand même, il y a une forme d'appréhension quand même face à une distribution qui se fait via Amazon, notamment, ou des plateformes, en fait, qui ne sont pas non plus forcément des plateformes avec des éthiques, une déontologie toujours très valorisante, mais c'est quand même, sur l'auto-édition, c'est quand même aussi parfois accepté de se dire il faut quand même être présent sur ces plateformes pour vendre ses livres. Donc ça a créé parfois quand même des positions politiques ou militantes qui sont un peu ambivalentes de fait, mais c'est aussi la loi du marché et se dire aussi que c'est quand même difficile, on peut être engagé, être militant, mais c'est vraiment difficile quand même d'exister en dehors complètement de la loi du marché, donc accepter aussi les règles du jeu en cours. Donc il y a une curiosité, parfois une méfiance, des questions de génération. Mais en tout cas, quand même, de manière générale, une curiosité. En tout cas, on arrive à en parler, à en débattre. Ce n'est pas des choses qui sont mises de côté. Je voulais vous demander, vu tout le parcours que vous avez, parce que du coup, c'est un parcours assez conséquent, vous avez beaucoup d'expérience dans pas mal de domaines. Est-ce que maintenant, vu que vous avez un rôle un peu plus administratif, est-ce que ça ne vous manque pas ce côté plus littéraire du métier et aussi pour lequel vous avez fait vos études? Est-ce que ça ne tente pas à vous manquer ou est-ce que vous avez quand même encore assez de contact avec, je ne sais pas comment le formuler? Oui, la création. En fait, ça dépend. En ce moment, je me disais, il y a des moments, c'est vrai que là, par exemple, cet après-midi, il faut que je fasse de la comptabilité beaucoup, des déclarations à l'URSSAF. Et moi-même, je mets ça de côté parfois. Bon. De façon très personnelle, moi j'ai pas d'enfant, je vis seule et c'est un choix que j'ai fait et je tiens à pouvoir avoir une autonomie financière, donc c'est vrai que de gérer des associations et gérer l'aspect administratif et financier, je pense me permet d'avoir un salaire assez correct pour aussi avoir une vraie autonomie financière. Donc, et les métiers de la création, notamment lorsque j'étais aux éditions Bayard, dans des grosses maisons d'édition, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de marge de manœuvre sur la création. Et au sein des associations pour lesquelles j'ai travaillé, notamment Lecture Jeunesse, je travaillais sur une revue, j'étais très libre sur la création, sur le contenu. Et là, pour cette association, on participe, moi je crée aussi les catalogues avec les illustrateurs, les graphistes, donc finalement je fais de la création de façon presque plus libre que dans les métiers d'édition. Après, en revanche, en ce moment, et puis je pense que avec la pandémie, parfois il y a des questions qui peuvent se poser aussi sur, mais je pense que c'est un peu pour tout le monde, avec le télétravail, comment gérer son temps, comment
pouvoir aussi consacrer plus de temps à des activités personnelles, des questions générales aussi entre activités professionnelles et personnelles. Et puis surtout, je me disais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que pour avoir travaillé à mon compte, là, le travail, il est en train de quand même changer beaucoup. Et je pense que vous allez le voir avec la pandémie, c'est quand même une vraie révolution. On fait du télétravail. Moi, avant la pandémie, jamais c'était pas si facile de se poser la question de faire 2 ou 3 jours de télétravail. Il y avait un côté, il faut être au bureau avec les collègues. Bon, alors on ne sait pas trop pourquoi, mais il faut être au bureau avec les collègues. Et ça, c'est fini. Enfin, et du coup, ça permet aussi de retrouver, je pense, des avantages du freelance, enfin, en tout cas d'être indépendant, de gagner en autonomie. Je pense que ça demande aussi d'être plus autonome et du coup de très bien gérer aussi son temps de travail. Et je trouve que c'est des avantages d'être salarié et de pouvoir travailler chez soi. En tout cas, de garder ce statut-là. Après, sur la création, parfois, je me dis oui, j'aimerais faire plus de création, de livres. Oui, j'y pense aussi. Mais pour le moment, j'aime bien cet équilibre-là. Peut-être que j'ai toujours mon statut auto-entrepreneur, parce qu'il m'arrive de faire des petites interventions. Plus du tout de travailler sur la création de contenu. Parfois, j'écris encore des articles, mais je ne fais pas forcément de livres. Mais je trouve que finalement, il y a des aspects créatifs dans d'autres métiers auxquels on ne pense pas toujours. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert dans mon parcours. Finalement, le monde associatif m'a permis de... Souvent, enfin, j'ai trouvé que c'était parfois plus créatif que des grosses maisons d'édition. Finalement, il y a le poste de directeur artistique et c'est lui vraiment qui s'occupe de la création. Moi, j'avais des missions très définies, notamment chez Bayard, c'était très cloisonné. Je n'ai pas forcément été heureuse durant cette période-là parce que ça ne correspondait pas trop à ma personnalité. Là où l'associatif permet d'être polyvalent et ça me plaît. C'est des équilibres et je pense que c'est des moments dans une vie professionnelle où on arrive on navigue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bah ouais. Du coup, vous avez dit aussi que vous écriviez des articles pour des maisons d'édition, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus sur cet exercice-là, parce que je ne vois pas trop exactement en quoi ça consiste. Oui, d'accord. Et parce que, en fait, quand j'étais pour lecture jeunesse, j'ai découvert ce qu'on appelait le journalisme littéraire. C'était un des métiers que je voulais faire aussi. Donc c'était, et j'adorais faire ça, c'était aller rencontrer un auteur, un illustrateur, faire des interviews. C'était aussi de faire des articles de fond, par exemple, sur... alors c'était pas tant pour des éditeurs que pour des revues de réflexion sur ce qui est... D'ailleurs, vous avez peut-être des revues ici, Lecture Jeunesse, la revue des livres pour enfants. Donc de réfléchir sur un sujet, par exemple, j'avais fait un article sur l'édition théâtrale jeunesse, et beaucoup de rencontres d'auteurs, donc en fait penser... au déroulé, aux questions qu'on leur pose, les rencontrer, après de ce qu'on appelle dérocher l'interview, et puis de synthétiser, vraiment de mettre en avant les points forts, de travailler. J'avais fait aussi un petit peu de radio, comme ça j'aimais bien faire des chroniques radio. Tout ça je le faisais, bon, c'est pas très bien payé, donc c'est quasiment du bénévolat. Mais ça me permettait d'écrire, mais d'être sur une écriture, alors pas forcément créative, enfin dite de création, mais plutôt de recherche, d'analyse. Et c'est des choses que j'aime beaucoup faire et que je fais encore parfois, mais que j'appréciais dans mon travail, sur le travail d'écriture. Après, ça a aussi une dimension créative. Et parfois, j'ai dû faire, pour les éditions Milan, on m'avait commandé un conte, c'était pour les contes de Monsieur Singe, et j'avais dû réécrire un conte classique, je crois. Et j'ai pas forcément excellé là-dedans. Après, je pense aussi, comme plein de gens, moi j'ai pu écrire aussi un peu à côté, je sais pas, des choses plus personnelles. Mais pour avoir beaucoup lu de manuscrits, pour notamment Flammarion Jeunesse et en anglais, je pense que ça m'a coupé l'envie d'écrire. Parce que j'ai vraiment lu des choses... enfin, c'était pas toujours mauvais d'ailleurs, mais quand on lit beaucoup... mais même des choses qui sont publiées, je trouve qu'après on se dit oh là là, en fait il y a tout le monde pense qu'il écrit quelque chose de singulier et puis en fait pas du tout. Donc après je pense qu'on s'empêche d'écrire. Puis après à un moment je lisais aussi pour Folio, je devais choisir les grands formats qui passaient, ça j'adorais faire ça en poche. Bon pareil c'était pas très bien payé, mais bon j'avais demandé plutôt que d'être payé qu'ils me payent en livres. Donc j'avais dit bon c'est mal payé, mais donnez-moi des livres de poche à la place.
Et là aussi, je pense que c'est à la fois très bien, c'est super d'être une grande lectrice. Je suis très contente d'être une grande lectrice. Mais on se rend compte aussi de tout ce qui aurait pu ne pas être publié, de tout ce qu'on pense être singulier qui n'est pas tant que ça. Donc je pense qu'après, on se dit, bon, on va laisser les autres écrire. Enfin, la création, finalement, c'est pas... moi, je trouve ça très courageux, finalement. Et c'est pour ça que j'admire aussi beaucoup les auteurs et illustrateurs qu'on défend. C'est très, très difficile de créer, de recevoir des avis négatifs, d'être jugé sur des choses qui sont éminemment personnelles, quand même. Donc, je trouve que ça demande beaucoup de courage d'être un auteur ou un illustrateur jeunesse. Moi, j'avais une question plus par rapport au mécénat. Comme vous disiez qu'il y avait des projets importants, est-ce que vous avez un exemple de projet là, cette année pour lequel vous voudriez récolter des fonds qui vous tient à cœur Alors, le mécénat, on n'en fait pas dans notre association à la Charte, mais on s'est posé la question, c'est une bonne question parce qu'on s'était posé la question à un moment d'en faire, d'avoir des financements pour des projets, et puis on cherche à avoir des fonds, notamment des fondations du Crédit Mutuel, Fondation de la Poste, notamment pour le podcast Diversité ou pour Égalité. Non, si c'est pas vrai, on a eu un peu de mécénat pour un projet, pour un colloque Égalité, c'était la fondation Michalski, c'est une fondation suisse, et qui soutient justement des projets autour des questions d'égalité, diversité, donc ils nous avaient versé des fonds. Là, c'est vrai que dans notre association, comme on a vraiment des financements qui viennent d'institutions publiques qui reconnaissent notre travail, on fait beaucoup moins appel au mécénat, ce qui était le cas à la BNF, où il fallait vraiment compléter les fonds publics pour ces acquisitions ou ces restaurations. Notamment, il y avait la restauration d'un manuscrit de André Breton à Nadja. En fait, ça fait appel à des compétences spécifiques de restaurateurs et ça coûte très, 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 très cher. Et donc, les mécènes étaient capables de mettre vraiment des fonds importants. Et nous, en plus, la question du mécénat, là où elle est particulière, c'est que le mécénat, après, ça permet des déductions fiscales. Donc, c'est très encadré sur ce qui peut être ou pas financé par des mécènes privés. Le mécénat, qui plus est, n'est pas toujours non plus une fin en soi, parce que c'est quand même aussi parfois des acteurs du privé qui viennent financer des projets publics. Enfin, notamment, on voit beaucoup d'expositions aujourd'hui qui sont financées par des mécènes, je pense des joailliers. Enfin, moi, j'ai vu des expos là aux Beaux-Arts. Bon, ça crée quand même après un rapport à la culture qui est quand même singulier, là où nous, notre association, qui se veut une association d'intérêt général, on préfère faire appel à des fonds publics en disant qu'on rend aussi un service aux auteurs et illustrateurs jeunesse qui vont servir eux-mêmes un public de lecteurs jeunes. Donc c'est vrai que c'est quand même... moi, je suis plus à l'aise de faire appel aujourd'hui dans mon métier à des fonds publics qu'au mécénat. Parfois, dans le mécénat, il y avait quand même... quand on réfléchit à la démarche et à l'aboutissement, je pense à des groupes comme Total qui font beaucoup de mécénat. À l'époque, quand je cherchais des mécènes, mon Total quand même, qui n'est pas forcément un acteur qui fait du bien à l'ensemble de la planète et qui par ailleurs faisait du mécénat pour défendre des questions d'accès à la lecture ou à la culture pour des publics très éloignés du livre dans le monde. En fait, ça a créé quelque chose d'un peu ambivalent. C'est parfois aussi des actions de communication des entreprises qui veulent se donner une bonne image, et je trouve que c'est mieux d'aller encourager les fonds publics, les services publics que le mécénat. Mais nous, on fait appel un peu au mécénat, mais on essaye de le limiter et puis de rester sur des fondations. Il y a la fondation de la Poste, Crédit Mutuel pour la lecture, en tout cas des fondations qu'on estime SNCF, qui ne nuisent pas à la planète. On ne fera pas appel à Total, à des grosses entreprises pour du mécénat. Puis parfois, on cherche des petits financements. Moi, je cherchais là un financement avec le géant des Beaux-Arts qui vend du matériel de dessin. En disant c'est une marque française, ils ont 5 ou 6 entreprises en France et ils pouvaient faire des échanges de partenariats, de communication, de visibilité. C'est aussi des alternatives. Mais le mécénat, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, qui nous vient des États-Unis. Et en France, ça fait peut-être 10-15 ans maintenant que ça se développe. Et je dirais que c'est plutôt, ça se développe beaucoup dans tout ce qui est aussi les associations notamment, et c'est parfois plus facile, mais tout ce qui est la recherche médicale. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sur ces questions-là, la recherche médicale, les associations qui sont vraiment dédiées, qui ont besoin de financement pour... oui, je pense à la recherche médicale parce qu'il y a l'Institut pour le cerveau qui ont besoin vraiment de financer aussi des projets très très onéreux scientifiquement. Donc là, ça fait sens en fait pour payer
50 000 € pour mener une recherche de pointe ou 50 000 € pour restaurer un manuscrit à la BNF. Je trouve que ça fait sens. Nous, dans nos actions, c'est plus compliqué. Moi, j'aimerais bien évoquer un peu le statut d'artiste-auteur, parce que vous dites qu'il est là depuis 2020. Et est-ce que ça a vraiment changé la donne? Est-ce que ça, sur ces 2 années-là où ça a déjà pu un peu fonctionner, est-ce que c'est quelque chose qui marche? Voilà. Alors en fait, le statut d'artiste-auteur auprès de l'URSSAF, c'est depuis 2020, mais avant, il y avait un statut d'artiste-auteur qui cotisait aux AGSA. Mais l'idée, c'était d'unifier, en fait, d'uniformiser un statut d'artiste-auteur par rapport à d'autres statuts de profession indépendante ou libérale. Et c'était de se dire, en fait, c'était à la fois un travail du ministère de la Culture et du ministère des Finances, qui était de se dire, bon, il y a quand même des difficultés. Les artistes-auteurs, en fait, c'est assez récent, même notamment sur la retraite. Là, on va faire toute une brochure qui va paraître à Montreuil sur la question des droits sociaux. Les artistes-auteurs, ils peuvent cotiser à la retraite depuis fin des années 80 seulement, ce qui est quand même assez fou quand on y pense. Donc la plupart aujourd'hui des artistes-auteurs qui ont l'âge de la retraite, en fait, ils vivent pas de la retraite, ils cotisent peu. Aujourd'hui, ce statut, il a des dysfonctionnements parce qu'il est mal reconnu. Alors il y a quand même tout un travail qui est fait par l'État pour simplifier les démarches administratives, mais nous, dans la brochure qu'on va publier notamment, on s'aperçoit qu'on a des artistes-auteurs qui peinent à faire valoir leurs droits lorsqu'ils sont malades, justement, pour toucher les indemnités journalières et qui sont face à des administrations qui ne connaissent pas ce statut. Pour eux, c'est indépendant, à la limite libéral, salarié, mais artiste-auteur, c'est pas forcément simple. D'autant que, par exemple, moi, quand je signais des contrats d'auteur fallacieux pour des éditeurs, à un moment, quand j'ai arrêté mon emploi pour me mettre à mon compte, du coup, j'avais négocié une rupture conventionnelle et je touchais le chômage. Et en fait, les droits d'auteur, par exemple, ça peut se cumuler avec le chômage. Alors là, le statut auto-entrepreneur, lorsque vous faites un travail, moi, comme je travaillais dans l'édition, en fait, ça venait compléter ou reporter mes droits au chômage. Mais donc, c'est vraiment un statut à part entière. On peut être agriculteur et publier des livres, être au chômage et publier des livres. C'est une déclaration à part entière. C'est des cotisations à part entière. Donc, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Là, l'URSSAF... les auteurs entre eux, souvent, ils disent en fait c'est des déclarations très complexes administrativement et c'est vraiment lié au fait que c'est un statut encore aujourd'hui qui est peu ou mal reconnu. C'est à la fois à cause des administrations, mais c'est aussi parfois aussi à cause des artistes-auteurs eux-mêmes qui ne veulent pas forcément toujours rentrer dans des cases précises, et puis parce que l'administratif et les questions, gérer sa carrière et la création et son métier comme un dentiste ou un kiné qui fait aussi sa compta à la fin de la journée, pour eux c'est compliqué de l'envisager, alors que c'est ce quand même vers quoi on va, justement aussi pour qu'ils aient accès à plus de droits. Donc il y a aussi ce travail-là, nous, qu'on fait aussi auprès des artistes-auteurs, de dire oui, vous voulez vivre de votre plume ou de vos dessins, mais ça veut dire aussi qu'il faut vous gérer comme une petite entreprise. Et ça, c'est aussi un système de pensée et de valeurs qui est compliqué aussi parfois pour les artistes-auteurs, de se dire il faut que j'ai une formation juridique, un minimum de connaissances comptables, que je prenne vraiment du temps dans ma semaine, comme moi quand j'étais à mon compte, se dire je vais faire un jour d'administratif ou de comptabilité, parce que en fait personne ne va le faire à ma place. Certains parfois qui gagnent un peu plus d'argent arrivent à faire appel à un comptable, donc du coup à externaliser ça, mais c'est quand même déjà des gens qui ont une vraie carrière. Mais il y a des dysfonctionnements. Après, c'est que depuis 2020, ce nouveau statut, donc on peut quand même penser que ça va évoluer. Et puis, tous les moyens ne sont pas mis par l'État sur cette catégorie d'auteurs. Enfin, les artistes-auteurs, c'est quand même un petit public par rapport à l'ensemble des salariés. C'est pas, si c'est des gens qui font grève, ça ne va pas peser sur l'économie. Ça n'a pas d'impact comme avec les grèves qu'on entend aujourd'hui. Même le grand public, en fait, je ne sais pas, autour de vous, si vous dites à vos parents que vous voulez écrire des livres ou être illustrateur, ils ne vont pas sauter au plafond. Donc avec une vision quand même qui est de dire mais c'est pas un vrai métier, la sécurité de l'emploi. Enfin, on est aussi dans une société qui véhicule cette image-là de l'artiste-auteur qui n'est pas un métier. Donc je pense de manière générale, c'est aussi une transformation de ce qu'est la création et de le voir vraiment comme une activité professionnelle
Et on sent qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut parfois être contesté par les artistes auteurs eux-mêmes qui disent on ne veut pas devenir des auto-entrepreneurs de la création, on veut être libre, voilà, avec des visions aussi politiques un petit peu, j'allais dire caricaturales, mais qui viennent de toutes parts, hein, qu'on peut tous avoir. Mais, donc il y a des dysfonctionnements, mais quand même, en tout cas, on voit quand même qu'on va vers plus d'amélioration. Et pour la plupart, l'enjeu, il n'est pas tant sur ces difficultés administratives-là que vraiment l'enjeu fort aujourd'hui, et c'est l'ensemble des adhérents, des auteurs, illustrateurs jeunesse qui le disent, c'est vraiment avec les éditeurs que je vous montrais ce pourcentage. Il y a vraiment cette idée que quand même, ce qu'on voyait dans la vidéo, cette jeune femme qui a passé parfois 6 mois sur l'écriture d'un roman et qui va toucher 3 400 € brut une fois. Et il y a un rapport de force avec les éditeurs qui fait que c'est quand même compliqué pour eux, en tout cas, de se projeter dans le fait de vivre de ce métier, non pas à cause des questions administratives, parce qu'au final tout le monde s'y met, mais plutôt parce qu'en fait c'est pas viable. Et ça, c'est plutôt cet équilibre-là qui est compliqué aujourd'hui. Et puis même après, la question peut se poser, est-ce qu'il faut forcément vivre de la création ? Il y a des auteurs aussi qui disent, moi je pars du principe que ma création, c'est quelque chose que je veux conserver comme un espace de liberté, donc je fais un autre métier et puis je crée à côté. Enfin, il y a vraiment cette position-là. D'autres qui revendiquent qu'ils veulent vivre de la création, donc finalement le débat il est aussi ouvert au sein du public. Moi je voudrais revenir sur cette question du rapport de force avec les éditeurs dont vous venez parler, dont vous avez beaucoup parlé. J'ai le souvenir d'assises de la littérature jeunesse il y a peut-être 4 ou 5 ans à la BNF, où le rapport de force, c'était vraiment, il y avait une tension dans la salle. Oui, c'était avec Thierry Magnier et Samantha Bailly. Thierry Magnier et Samantha Bailly. Il y avait un échange à un moment dans un grand amphithéâtre à la BNF où c'était presque violent. Voilà. Est-ce que depuis les choses changent ? Est-ce que vous voyez une évolution de la part des éditeurs, alors sans forcément dénoncer des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a quand même des maisons d'édition qui commencent à avoir une politique plus ouverte sur ces questions, notamment du pourcentage, où c'est encore extrêmement difficile et on a toujours ces tensions qui étaient palpables il y a 4 ou 5 ans ? Non, oui, c'est toujours identique, sachant qu'après, c'est vrai aussi qu'il faut... et moi qui viens de l'édition, j'essaye aussi de dire aux auteurs illustrateurs jeunesse, c'est pas la même chose de négocier avec un petit éditeur, je pense les Fourmis Rouges, où il y a 4 salariés, et avec un éditeur qui fait partie du groupe Editis, Avenue de France, dans le 13e, quoi. Du coup, c'est plutôt ces questions-là aussi, de se dire que on négocie pas non plus de la même façon avec un gros éditeur qui s'appuie sur financièrement des budgets importants, et puis un petit éditeur qui fait vraiment de la création sur mesure. Mais en effet, non, ça n'a pas changé. En tout cas, les questions de rémunération, elles restent taboues. Nous, il y a eu des grosses négociations là. D'ailleurs, il y a 2 administratrices qui les ont quittées, qui ont eu lieu justement pour essayer de repenser différents points des rapports de négociation avec les éditeurs. Et la question du pourcentage et du contrat et de la rémunération devait être évoquée. Et tout a été fait pour que ce ne soit pas évoqué. Et c'est vraiment des négociations qui sont conduites par les éditeurs, par le ministère, et finalement c'est très descendant. Donc il n'y a aucune possibilité pour se repositionner face à eux. En revanche, il y a une réflexion aussi, il va y avoir là les assises de l'édition indépendante, des jeunes maisons d'édition qui se créent, qui commencent à se poser des questions aussi sur comment aussi avoir une nouvelle approche. Alors je dirais plus globale, pas tant uniquement par rapport à l'auteur, mais aussi comment on édite un livre, pourquoi on édite un livre, dans ce contexte aussi quand même de crise écologique qui est réelle. Donc il y a des éditeurs qui se reposent ces questions-là et qui essayent de penser aussi à une nouvelle façon de produire ou de publier des livres. Mais ça reste très compliqué et c'est vrai que l'éditeur, sur le pourcentage, notamment sur la question de ces 6% qui est répartie, l'année dernière au Salon du Livre de Montreuil, des gens qui sont qui publient dans l'édition jeunesse depuis 10 ou 15 ans, ça n'a pas changé depuis 6 ans. Donc nous, on arrive à faire évoluer, en revanche, justement, ce tarif charte et tout ce qui est à côté du livre, on arrive à faire augmenter ça, faire reconnaître aussi, même maintenant, les temps de signature peuvent être rémunérés. Donc ça, on arrive
finalement à leur faire avoir des revenus annexes ailleurs. Ça, on arrive à l'avoir de la part des institutions. Du côté des éditeurs, c'est éminemment fermé, avec un discours aussi des éditeurs. Et moi, même moi, je ne sais pas trop quoi en penser, qui disent oui, mais si on rémunère plus les auteurs ou les éditeurs jeunesse, on fera moins de livres, notre maison d'édition sera plus toujours rentable, il y aura peut-être moins de salariés, donc ça veut dire aussi d'emblée qu'on change complètement l'économie du livre. Peut-être aussi avec moins d'opportunités professionnelles dans le monde de l'édition, moins de publications, peut-être quelque chose, une offre plus concentrée. Donc certains éditeurs vont dire mais c'est parce que aussi on a ces taux de pourcentage bas qui permettent d'avoir aussi toute cette diversité éditoriale. Mais en tout cas non, ça ne change pas. D'où le fait aussi que des auteurs aillent vers l'auto-édition ou d'autres multiplient les façons d'écrire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Justement, pour revenir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez par exemple que les nouvelles maisons d'édition, en tout cas les petites, seraient prêtes pas ce genre de sacrifice, parce que quand on est petit, on n'a pas non plus les moyens, mais avoir cette discussion, en tout cas avec les auteurs, ce serait compliqué d'avoir une meilleure rémunération, je suppose, mais en tout cas pour essayer d'améliorer les choses, parce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'éditeurs qui parlent et surtout qui pensent à quitter les grandes maisons d'édition pour créer leur propre maison d'édition, parce que justement ils en ont marre de cette hégémonie, c'est un peu une dictature où on ne peut pas vraiment avoir de liberté, comme vous l'avez dit vous-même chez Bayard par exemple. Oui. Donc est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller vers du mieux, mais dans ce cas-là vers des éditeurs plus petits et avec plus de liberté? Ça évolue, mais après c'est comme toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur l'écologie, sur le monde de l'entreprise, c'est que on peut soi-même faire évoluer sa façon de produire un livre, mais après on est dans un système. Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est ça la difficulté, même pour les auteurs qui veulent s'auto-éditer, se dire bon, je veux sortir un peu de l'emprise de l'éditeur jeunesse classique, je vais m'auto-éditer, mais je vais devoir être vendu sur Amazon. Les éditeurs indépendants vont dire oui, je veux créer d'autres livres, d'autres façons de produire des livres, je veux pouvoir publier des livres singuliers, mais ensuite il faut que je sois diffusé, distribué et que je sois présent en librairie, donc il faut que je me rattache à un système de diffusion-distribution existant. Donc c'est plutôt de manière générale, en fait, l'ensemble En fait, on peut faire évoluer soi-même des pratiques, mais c'est vrai comme l'ensemble du système, il est tellement dans le livre, en plus autour de la loi prix unique du livre, enfin, le système il y a l'édition, mais la diffusion, distribution, tout ça c'est tellement important pour être présent en librairie, être visible, qu'en fait, à la marge, en fait, on ne peut pas faire évoluer tant que ça ce système-là. Moi, je me dis souvent, par exemple, peut-être l'avenir pour le livre et pour les auteurs, c'est vraiment de développer plus de bibliothèques et l'augmentation justement des droits d'auteur sur le prêt en bibliothèque, parce que ça permettrait à la fois c'est des choses qui sont soulevées aussi par certains professionnels du livre, de se dire produire moins de livres, permettre aussi un accès à un plus grand nombre, parce qu'en effet aujourd'hui un budget pour acheter des livres c'est conséquent, et puis être sur quelque chose de plus vertueux, puisqu'il y aurait peut-être plus de lieux avec plus de droits d'auteur qui sont sur le prêt des livres et moins de vente en librairie, mais ça veut dire aussi peut-être moins de librairie, donc aussi une autre disparition. Donc on est quand même dans une économie, et finalement une économie du livre, alors même si c'est un bien culturel, et les biens culturels du coup c'est quand même différent quand on repense l'économie aujourd'hui, c'est quand même du papier, de la quantité, de l'encre, dans un monde en crise. Donc de toute façon, si on veut avoir une maison d'édition qui soit viable, il faut quand même faire des livres, il faut qu'ils soient vendus, et il faut quand même rentrer dans le système de l'économie de marché. Donc c'est difficile d'être vertueux, je pense, en tout cas, pour d'être totalement vertueux dans ce système. C'est juste pour revenir du coup, et dans ce cas-là, est-ce que le livre numérique pourrait être une solution, ou au contraire ça serait vraiment trop problématique, par exemple, pour tout ce qui est librairie.
Le livre numérique, il s'est quand même bien développé, mais ce qu'on voit avec la commission écologie, c'est que finalement, d'un point de vue écologique, le numérique est encore plus néfaste que le livre papier. Donc finalement, les gens y reviennent. Et puis dans les usages et les pratiques, finalement, sur le numérique, on lit tellement d'autres choses, enfin de l'information, que il y a le podcast, c'est plutôt d'autres pratiques autour du podcast qui se développent, mais le livre numérique en lui-même n'a pas forcément de... le livre papier n'est pas voué à disparaître. Je pense qu'après, on aura peut-être une production moins importante, peut-être plus singulière. Peut-être qu'on va aller sur une offre aussi vraiment de niche. Peut-être que le livre, ça va devenir un produit de luxe aussi plus rare. Après, moi, je pense plutôt à tous ces phénomènes autour du... c'est vrai que la question du transmédia, en fait, d'avoir des univers qui se déploient du film au livre, ça, je pense quand même que c'est quelque chose qui va vraiment perdurer. Sur les pourcentages des droits d'auteur, peut-être aussi qu'il y aura moins de gens qui vont écrire, peut-être moins d'illustrateurs, et puis un phénomène de concentration qu'on voit aussi dans d'autres pays anglo-saxons où finalement l'offre est moins éditoriale et moins importante. Je pense que c'est plutôt ça, ce vers quoi on va, et pas une augmentation des pourcentages d'édition. Après, je pense d'autres pratiques, l'auto-édition, en tout cas des façons de... Et peut-être que les auteurs-illustrateurs vont diversifier leurs revenus en faisant différents métiers. On a encore 5 minutes. Moi, j'ai une question. En littérature jeunesse, il existe beaucoup de prix. Est-ce que la charte accompagne aussi les créateurs et créatrices pour les orienter et dire aux éditeurs envoyez vos livres à tel ou tel prix, parce que ça aussi, ça peut être une source de revenus parfois, et en tout cas de publicité et d'aide à la création? Alors malheureusement non, parce qu'on n'a pas le temps. À un moment, on avait fait un répertoire de toutes les résidences, mais aujourd'hui, il y a aussi... nous, il y a le travail qu'on fait à la charte, mais il y a toutes les agences régionales du livre qui répertorient aussi les prix, qui accompagnent les professionnels du livre, notamment les auteurs, qui répertorient les résidences. Donc après, il y a plutôt un système d'échange et d'entraide qui se fait dans des groupes, dans notre groupe fermé d'adhérents qui échangent entre eux sur le bon plan pour telle résidence, pour telle bourse. Sur les prix, pas forcément, parce que les auteurs illustrateurs jeunesse, ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est que le prix, il est intéressant médiatiquement, mais il n'a pas forcément d'impact financièrement, ni sur la vente de livres, ni sur... la création de l'auteur-illustrateur. Donc c'est pas tant recherché, c'est moins recherché, je pense que c'est plutôt un intérêt médiatique que vraiment pour les auteurs eux-mêmes. C'est plutôt ce qui vont les intéresser plus, c'est tout ce qui est les bourses et résidences. Donc des moments où ils sont payés pour créer, donc avec des bourses ou des résidences où pendant 3 semaines tout est pris en charge, et puis ils ont 2 000 € pour pouvoir écrire. Donc c'est plutôt du temps de création qu'ils vont rechercher plus que des prix. Alors, j'ai une dernière question très intéressée. Est-ce que vous accueillez des stagiaires? Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et je me suis dit oui à la charte. Alors, cette année, on a vraiment beaucoup de travail cette fin d'année. D'habitude, on prend des stagiaires sur la période de Montreuil. Après, on se posait la question d'avoir aussi peut-être un alternant plutôt qu'un stagiaire, parce que c'est vrai que moi, je trouve ça important de former quelqu'un dans la durée et puis qui puisse nous accompagner sur du long terme. Mais on cherche régulièrement des stagiaires, notamment... pour mettre à jour la base de données de notre site. Et puis, on a beaucoup d'expositions. Et nous, on n'a pas le temps, comme on est une petite équipe, pour valoriser les expositions. Donc oui, on cherche des stagiaires. Cette fin d'année, on n'a pas eu le temps de mettre une annonce, mais on aurait aimé avoir un stagiaire avec nous au Salon du Livre de Montreuil. Mais l'année prochaine, je pense qu'on fera sûrement appel à des stagiaires sur 3-6 mois. Alors après, pas forcément un temps plein, ça peut être parfois 3 jours par semaine aussi pour des questions financières, mais... Puis moi, j'aime bien avoir des stagiaires aussi. Je trouve que c'est sympa. Enfin, c'est bien. Pas uniquement pour faire du travail non plus. Hein. C'est pas ce que je dis. Au contraire, j'aime bien échanger avec des étudiants sur... ça a aussi un autre regard, en tout cas, sur notre activité, nos actions. Donc oui, s'il y a une annonce, je vous la ferai passer. Je sais pas, c'est quand vos stages? Alors pour les M1, c'est un stage de 2 mois en... Alors ça peut se faire à partir de janvier de façon perlée ou bien en fin de semestre. Mais sinon en M2, ils ont un stage à partir du 2e semestre, de 4 à 6 mois. 2e semestre, ça fait quel mois? Ça fait entre janvier et juillet.
même janvier jusqu'en cette septembre. année, par exemple. Alors, pas pour eux, mais Pour les M2. pour les M2, par exemple, oui. À partir de janvier jusqu'à juillet et même octobre, en fait. Ça dépend. Mais c'est 4 à 6 mois. Ah bah, donc ça très dépend bien. quand on J'y commence, pense. en fait. Et nous, on est à Nation. Nos bureaux sont à Nation C'est et pas on fait mal. du télétravail. 2 jours par semaine, mais bon, on essaye d'être 2 à 3 jours par semaine ensemble. Après, c'est vrai, comme il y a beaucoup de... On a gardé de la pandémie les visios, donc dès qu'on a des visios, on travaille chez soi, on a des déplacements, donc c'est vrai que les modalités de travail ont évolué, mais c'est vrai que ça demande du coup, je pense que c'est important pour vous dans vos stages, pour les maisons qui font du télétravail, je pense que là où moi, quand j'ai commencé, d'être plus vite très indépendant dans sa gestion de son travail, c'est très important, je pense. En tout cas, moi, dans les associations, dans les métiers, ce que je recherche, et même... dans les maisons d'édition en général, moi, mes premiers postes, il fallait tout de suite que je sois très autonome et indépendante. Donc apprendre à gérer son temps de travail, apprendre à gérer un planning, demander tout de suite. Et il faut être très débrouillard aussi quand même. Dans les métiers du livre en général, j'ai trouvé que c'était des postes par rapport à ce que j'ai pu voir à la BNF ou aux archivistes, où il faut très vite être très autonome, gérer des budgets, gérer des plannings, ça c'est important. Et nous, à la Charte, c'est ce qu'on recherche aussi. Il faut savoir si on est tout seul chez soi en télétravail, on n'a pas trop le temps de répondre à des questions toutes les heures, donc savoir travailler seul en autonomie, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute attentive. Voilà, merci. Maintenant, je garderai un bon souvenir de l'interview. Voilà, j'espère qu'on a changé ce mauvais souvenir. Merci.